Pardon, Marty, mais la seule source d'énergie capable d'engendrer une puissance de 2,21 gigawatts, c'est la foudre et rien d'autre. Qu'est-ce que vous avez dit? La foudre, un éclair. Malheureusement, on ne peut jamais savoir où et quand elle va tomber. Mais si on le sait. Eureka! Voilà, c'est ça la réponse. C'est écrit ici. La foudre va s'abattre sur l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04 dans la nuit de samedi prochain. Si on pouvait trouver un moyen de canaliser l'énergie de cet éclair, de l'injecter dans le convecteur temporel, ça risque de marcher. Samedi dans la nuit, nous te renverrons vers le futur. Vous venez d'entendre un extrait d'une scène culte du film Retour vers le futur de 1985, réalisé par Robert Zemeckis avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd, dans laquelle Doc et Marty se rendent compte en 1955 que la seule façon de renvoyer Marty dans le futur avec la DeLorean est de savoir précisément où et quand la foudre va tomber pour en capter la puissance et l'injecter dans le convecteur spatio-temporel de la voiture. Nous sommes le jeudi 2 avril 2026, il fait très beau et vous écoutez le 4e épisode de la 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, accrochez-vous, on va plonger dans la tempête avec du vent, du froid, de l'eau et de la foudre. Avec notre invité Xavier Delorme, on va parler de la photographie d'orage, une discipline photographique de niche passionnante, ultra dangereuse, mais qui peut offrir des images absolument sensationnelles. Cette émission vous est présentée par Camara, première coopérative de passionnés photo, avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Eh ben c'est parti, 4e épisode de cette 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu, Benjamin, ce matin? Salut Arthur, écoute, ça va très bien, ça rappelle des bons souvenirs, ces petits extraits de Retour vers le futur, c'est un film bonbon, j'aime bien le regarder souvent, et c'est vrai que cette scène avec des éclairs là sur l'hôtel de ville, c'était assez fascinant, ça marque les esprits quand on est petit. Et de manière plus générale, moi tiens, quand j'étais plus petit, j'ai grandi à la campagne, les orages me terrifiaient. Donc, je faisais partie de ces gens qui restaient pas dehors. On avait toujours comme indication, attention, restez pas près des arbres, restez chez vous. Donc, contrairement à notre invité du jour, moi, je restais bien au chaud chez moi. Salut Xavier. Salut Benjamin, salut Arthur. Alors Xavier, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Cela fait plus de 22 ans que tu es photographe après la réussite de ta première photo de foudre multiple, précisément le 21 mai 2004. Tu es basé en France à Chartres. Tu es naturellement passionné de météo et es formé aux prévisions météorologiques, un atout majeur dans ta discipline. Ton travail, reconnu à l'international, est disponible via l'agence Bios Photo, spécialisée dans la nature, la diversité et l'environnement. Tu as reçu plusieurs prix prestigieux, dont par exemple en 2024, le Grand Prix Nature aux Annual Photography Awards. Tes images sont régulièrement exposées et publiées dans la presse. On a pu te voir dans le doc Le Monde de Jaby Méga Orage, une émission de 52 minutes sur les orages en France qui est disponible sur YouTube. Tu collabores régulièrement avec des institutions météorologiques comme Météo Orage ou Curanos et partages ton expérience à travers des conférences et des stages. Est-ce que tout est juste, Xavier ? Oui, c'est élogieux même. C'est factuel. Ouais. Et on dit Kéronos, pas Curanos. Kéronos. Voilà. Kéronos. Alors, quand j'ai fait des petites recherches sur ton profil, tu as précisé à un moment donné qu'un tournant dans ta carrière a été l'achat de ta première voiture. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi ? La voiture, c'est déjà une liberté, parce qu'avant, je chassais les orages en vélo. Donc, tu as commencé en vélo. Voilà, j'ai commencé en vélo quand j'avais 14 ans. Ouais, entre 14 et 16 ans, je faisais ça à la sortie du village. Voilà, dès qu'il y avait un orage qui arrivait,
hop, je prenais le vélo, hop, j'allais le regarder au loin. Et dès qu'il arrivait, je rentrais. Oui, quand Donc, même. voilà. Donc Ouais, ça ouais. limitait Ça, ton, ça ton rejoint un périmètre peu d'action, ce que quoi. tu Oui, disais, t'avais la notion Benjamin. du Voilà, danger. exactement, la notion du danger. Donc après, en 2002, j'ai eu le permis. Donc je partais faire les orages à l'abri, dans la voiture, avec la voiture des parents. Bon. Donc elle n'était pas toujours disponible. Alors, on a entendu en ouverture de cette émission Doc et Marty. Est-ce qu'il y a des films doudous sur le thème des orages que tu pourrais nous citer, nous faire une petite Ouais. playlist pour ceux que ça pourrait intéresser? Oh, bah, le film culte qui est Twister de 96. Évidemment. Voilà. Le premier. Le premier. Parce Bah, que- c'est plus sur les tornades que sur les orages, hein, quand même. Hein. Oui, mais on reste sur l'aspect supercellulaire, les orages, Mhm. la grêle, tout ce qui est autour des phénomènes orageux. Donc c'est vrai, oui, c'est plus des chasseurs de tornades vu que c'est aux États-Unis. Et plus récemment, d'autres films? Moi, plus récemment, non. J'ai vu le dernier Twister avec mon Alors, fils. beaucoup moins bien, j'imagine? Beaucoup moins bien. Mais il y a eu quand même des scènes assez rigolotes avec l'histoire de la grêle, quand il dit la taille des grêlons selon un objet. Et D'accord. ça, nous deux, ça nous a fait éclater de rire parce que ça commence avec balle de baseball et ça finit pamplemousse. Et ça, c'était bien drôle. Il y a un super film qui était sorti en 2012, c'est Take Shelter. Je sais pas si vous l'aviez vu. Jeff Ah, Pas Nichols. du tout. Ah, Pas ça du fait tout. bien, Je ça. le recommande à tout le monde, à nos auditeurs. Ah, Un petit peu sur la parano aussi et tous les Américains qui creusent des bunkers en cas de catastrophe et Ouais. de tornade notamment. Un film un peu survivaliste, etc. Mais superbe film. Ok, Bon. je connaissais pas du tout. Allez, on commence cette émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, on connaît les lauréats du sondage Fuji Focus on Glass. Baptiste nous parle du coup de cœur Fox de la semaine. La seconde édition du Festival Chasseurs d'Orage ouvre ses portes du 3 au 5 avril et il est temps de participer au concours photo de l'édition 2026 de Montier-Ander. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. En début de saison, nous vous avions parlé d'une initiative originale signée Fujifilm. En effet, la firme japonaise avait lancé une grande consultation ouverte à tous pour récolter les envies des photographes et vidéastes en matière de développement de nouveaux objectifs en monture X. Ce sont pas moins de 70 000 personnes à travers le monde qui ont participé à cette opération et les résultats sont tombés. Sur la troisième marche du podium, avec 12% des votes, on trouve un objectif bifocal avec un 18 et un 30 mm, équivalent donc à des 27 et 45 mm, ayant la particularité d'être extrêmement compact et léger pour un usage terrain, par exemple en voyage. Le constructeur ne précise pas si on pourra entrer cet objectif dans la catégorie des pancakes ni les ouvertures maximales. Quoi qu'il en soit, un objectif de ce type avait été utilisé au début des années 90 dans un compact grand public argentique avec une ouverture de f3.5 en position 18 mm et une ouverture de f5.6 en position 30 mm. Sur la seconde marche du podium, on retrouve un zoom 18-50 mm f1.4 qui récolte près de 16% des suffrages. Un objectif de ce type à ouverture constante ultra lumineuse serait donc un équivalent 27-75 mm. Et pour finir, tout en haut sur la première marche du podium avec également 16% des suffrages, on retrouve un zoom 16-80 mm f2.8 constant qui serait donc encore plus polyvalent avec une plage focale équivalente à un 24-120 mm. Il ne reste plus qu'à espérer que les ingénieurs de Fuji prennent en compte cette étude et les desiderata de leurs utilisateurs dans la roadmap de développement de leur future optique en monture X. On continue avec Baptiste Soto qui nous parle cette semaine, une fois n'est pas coutume, d'optique et revient sur le nouveau zoom signé Tamron. Alors, comme toujours, Tamron a l'art de venir secouer nos repères avec des produits avec un rapport qualité-prix qui est fracassant. Moi, je n'ai pas oublié, quand on achetait nos 24-70 2.8 entre 1800 et 2000 euros et Tamron est arrivé avec un 28-75 à 800 euros, les plus exigeants disaient « Oui, mais va pas aussi loin un grand angle, blablabla, machin. » Oui, c'est vrai. En attendant, tout le monde n'a pas 2000 euros à mettre dans son optique. Et entre faire un safari aux eaux du coin avec un 24-70 de 8 ou aller en Tanzanie avec un 28-75 de 8, moi personnellement, j'aurais vite fait mon choix.
Bon, alors cette fois, le concept est un peu différent, puisque c'est avec un transstandard particulièrement adapté au portrait, où on hésite souvent quand on veut faire du portrait. Est-ce que je prends un 35? Est-ce que je prends un 50? Est-ce que je prends un 85? C'est un choix qui est pas simple. Et ben, en fait, il va devenir simple. On va pouvoir se simplifier la vie, ne pas choisir. Voilà, on va pouvoir prendre une optique qui va couvrir toutes ses focales, sans pour autant s'obliger à vendre un rein ou hypothéquer la maison. Tamron a l'excellente idée de nous proposer un 35-100 en ouverture constante de 8, qu'elle mérite d'être à la fois léger et de couvrir toutes les focales du portrait. Alors, au-delà de cet usage flagrant, quand on va de 35 à 100 mm, ça va aussi faire un excellent compagnon pour faire de la street photo, pour faire du voyage, d'autant que c'est un produit tropicalisé, alors ce qui va permettre de rester résistant sur des terrains sablonneux et humides. Alors encore une fois, aux eaux du coin, c'est pas très grave, mais en Tanzanie, ça sera bien pratique. Alors, Tamron nous avait déjà épaté avec le 35-150 2.8, qui reste une optique exceptionnelle, mais on a maintenant une alternative qui est à la fois beaucoup moins chère, enfin un peu moins chère, et surtout beaucoup plus compacte. Facile à emmener, puisqu'on est sur une optique qui va peser entre 565 et 575 grammes selon la monture, contre 1,165 kg pour le 35-150. Alors, à propos de monture, il est annoncé pour le moment soit en monture Sony FE, soit en monture Z. Et petit point qui gâche pas le plaisir, comme toutes les optiques Tamron d'ailleurs, il est garanti 5 ans, c'est plutôt rassurant. Le nouveau Tamron 35 100 mm f2.8 DI3 VXD est donc décliné en monture Sony E et Nikon Z. Le modèle Sony sera proposé au prix de 899 € et le modèle Nikon au prix de 929 €. Impossible dans une émission consacrée à la photographie d'orage de ne pas évoquer le festival Chasseurs d'orage dont la seconde édition se déroulera dans quelques jours à Bron dans la banlieue lyonnaise. Au programme, 3 jours d'immersion dans cette discipline ô combien passionnante avec des conférences sur la scène Sony de scientifiques, photographes, météorologues, des expositions et des ateliers. On écoute Mathieu Brochier, fondateur et directeur du festival, nous présenter plus en détail cette nouvelle édition. Alors en fait, moi, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que je suis passionné par les orages. J'ai commencé en étant tout petit et c'est à l'adolescence que vraiment ça a pris une ampleur considérable dans ma vie. J'ai beaucoup parcouru les routes de France, les routes d'Europe, les routes un peu aussi aux États-Unis et je me suis rendu compte que les passionnés d'orage, les photographes, les chasseurs d'orage et aussi des scientifiques, des journalistes spécialisés dans la météo, que tout ce monde-là avait plein de choses à dire, plein de choses à montrer, plein de choses à expliquer, que en même temps, il y avait un intérêt grandissant pour le citoyen, pour des gens curieux sur ce qui se passe dans le ciel, sur comprendre ce qui se passe dans le ciel, comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes, comprendre pourquoi les inondations, pourquoi des tornades, pourquoi des rafales, pourquoi la grêle. Et en fait, avec une équipe qui s'est constituée au fil du temps, on a monté une association et on s'est dit qu'on allait créer un événement pour essayer de répondre à toutes ces questions et pour partager notre passion, partager notre intérêt pour les sciences de la météo et des phénomènes climatiques extrêmes, et aussi pour partager l'art, parce que la météo et les orages notamment, c'est aussi de magnifiques tableaux qu'on retrouve dans le ciel. Et on a cette envie de partager nos images, nos vidéos, nos films, nos documentaires. Et donc, on réunit tous ces gens-là pour s'adresser aux curieux, pour s'adresser aux citoyens et simplement pour effectivement arriver à creuser et à comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes. C'est ça qu'on a voulu, c'est pour ça qu'on a voulu créer ce festival et cet événement où les passionnés se retrouvent, mais c'est aussi une grande porte ouverte à un public beaucoup, beaucoup plus large et familial. Alors, sur le festival Chasseurs d'orage, on va pouvoir retrouver une expo photo immersive. On a 12 artistes. Alors, on a 11 photographes et une peintre qui vont exposer leurs images et leurs peintures au public. Et c'est une exposition immersive parce qu'en fait, on va baigner le public dans une ambiance son et lumière comme si on était un petit peu dans un orage. On aura un cycle de conférences et de discussions pour tous les publics. On aura des projections avec des films, des documentaires qui seront diffusés tout le week-end. On aura les bobines Tesla, c'est des machines qui permettent de créer des arcs électriques. On peut pas avoir un orage sur place, malheureusement, on peut pas le commander. Donc, on fait venir ces machines-là et le public pourra, par exemple, rentrer dans une cage de Faraday et les éclairs tomberont sur la cage. Et puis, pour marquer aussi un peu
l'esprit festif du festival, le vendredi et le samedi soir, on aura des concerts pour faire un petit peu quand même la fête. Et puis, j'allais oublier aussi, on propose des ateliers pour tous les publics. Pour les adultes, par exemple, un atelier où les gens peuvent venir avec leur appareil photo pour qu'on leur explique des réglages pour photographier la foudre, par exemple, ou un atelier pour la prévision météo. Comment on appréhende une chasse à l'orage, comment le jour même, quels outils on va utiliser pour sortir, pour s'organiser, pour prendre les bonnes décisions sur le terrain. Et puis les enfants aussi auront la possibilité de fabriquer leur petit nuage lumineux qui clignote, qui prend la forme d'un cumulonimbus. Donc voilà, on voulait vraiment que l'événement soit familial et accessible au plus grand nombre. Le festival Chasseurs d'orage à Bron, c'est du 3 au 5 avril 2026. L'entrée est payante à partir de 18 € par jour, 12 € en tarif réduit. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel du festival, festival-chasseur-orage au pluriel.com. Pour finir, l'édition 2026 est la 29e édition du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-Anders se déroulera du 19 au 22 novembre 2026. Comme chaque année, le festival organise une grande compétition photo gratuite et ouverte à tous, aussi bien aux photographes amateurs, professionnels de moins de 16 ans et de plus de 16 ans. Vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour tenter votre chance dans une ou plusieurs des 10 catégories de la compétition. Attention! En cas de présélection, les organisateurs se réservent le droit de demander le ou les fichiers originaux pour s'assurer de l'authenticité de l'image. À noter également qu'en participant au concours, le photographe s'engage à témoigner en faveur de la préservation des milieux, des espèces ou de la représentation de la biodiversité dans le respect d'une éthique naturaliste, de la prise de vue respectueuse de la vie sauvage et de l'environnement. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel du festival, photo-montier.org. Voilà pour l'actualité cette semaine. Dis donc, pour une pratique photographique de niche, le fait d'avoir un festival qui vous est consacré, c'est une preuve de reconnaissance, ma foi, Xavier. Oui, c'est la deuxième édition. Donc, la première édition, j'ai pas pu y aller. J'étais à une autre exposition photo. Ouais. Donc là, je vais participer à cette deuxième édition Alors, tu vas faire quoi? en tant qu'exposant et D'accord. faire une conférence aussi le dimanche. Je vais clôturer le festival avec une conférence sur la chasse du 25 juin 2025 en compagnie de Jamy. Donc, c'était cette chasse-là. Donc, je vais l'expliquer, aspect météo et photo. Bon, génial. Ouais, très sympa d'ailleurs, hein, la petite émission avec Jamy. C'est comme il a Oui, l'art de le faire. exactement. C'est à la fois ludique, divertissant. Moi, il me manque le camion, quand même, clairement. Oui, pour les plus jeunes d'entre nous, il manque son compère et le camion. Oui. Mais Moi, chasser en camion dans la campagne, c'est compliqué. ouais. Quoi qu'il peut y avoir des haillons un peu plus grands. Oui, par contre, ça peut être utile, On on va en reparler. s'égare. On va en reparler. Benjamin, un mot sur le résultat des sondages de la grande enquête Fujifilm, très originale, ma foi, sur le développement des futurs produits en monture X. Oui, c'est bien qu'on en reparle parce qu'on l'a évoqué au début quand ça a été lancé, ce petit projet. Moi, je parlais du fait qu'on est pas mal dans la profession qui testons du matos à déplorer l'absence de roadmap désormais, donc de feuille de route optique de la part des constructeurs qui donnent un petit peu de visibilité sur les montures. Là, Fuji joue un jeu assez transparent finalement et intéressant parce qu'ils vont forcément tenir compte de ces résultats. J'espère pour eux, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, sauf que je trouve ça plutôt malin. Ce qui est quand même très étonnant, je trouve, ou alors peut-être que les gens qui ont participé n'ont pas cette notion-là, bien que de mémoire, il y avait des dimensions qui étaient indiquées peu ou prou de ce que donnerait de telles optiques, de tels zooms en l'occurrence. Il faut quand même avoir à l'esprit que donc, le premier qui remporte la palme, là, en équivalent de 24-36 à 24-120 de l'8, ce serait quelque chose de très massif. Ce serait vraiment quelque chose de... Le 1.4, Et pareil, balèze. Mais c'est intéressant parce qu'on voit chez d'autres constructeurs, on voit chez Canon, qui a sorti un RF 24-120 f de l'8, 24-105 f de l'8. On voit chez Sigma, qui a sorti un 28-105 f de l'8, qui a quand même, en fait, cet intérêt pour les longs transstandards très lumineux, bien que ce soit des optiques
vraiment plus encombrantes, plus lourdes à porter, alors que bon, la raison première de l'hybride était quand même de proposer des systèmes plus compacts. Je trouve que c'est assez intéressant maintenant quand on a essayé ce type d'objectif. Force est de constater que l'ouverture de l'8, moi j'ai pas de problème à devoir supporter quelques grammes de plus pour avoir ça. Donc à suivre, c'est intéressant. Toujours dans le domaine de l'optique, une info intéressante. Nikon garantit désormais tous ses nouveaux objectifs 5 ans en Europe. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle et surtout un signe de confiance dans la qualité de fabrication et la longévité de leurs produits. Et petite info aussi au passage, si jamais vous habitez dans la région de Metz et que vous avez besoin de louer un studio photo, on a notre partenaire Digit Photo qui a un studio entièrement équipé qu'il propose à la location à tout petit prix à partir de 30 € de l'heure. Donc vous pouvez aller voir sur le site de Digit Photo les conditions et les modalités si cela peut vous intéresser. Benjamin, on passe à ta chronique hebdomadaire, ta story. Et cette semaine, tu nous parles de l'exposition consacrée à Robert Capa au Musée de la Libération de Paris avec la directrice Sylvie Zeidman. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés, photos et vidéos partout en France. De Capa, on connaît surtout les photos prises sur le front pendant la guerre civile espagnole ou lors du débarquement allié en Normandie. En tout cas, elles font partie des plus connues du grand public, mais il a aussi documenté la libération de Paris au sein de la 2e DB du général Leclerc le 25 août 1944. Et il se trouve que vous avez retracé son chemin de manière très précise sur ces 2 jours qu'il passe à cette époque dans la capitale. Comment vous avez fait ? Alors, il se trouve que le musée qui porte le nom de Musée de la Libération de Paris conserve beaucoup de vidéos qui sont des archives de films tournés par des opérateurs américains qui étaient donc embarqués dans l'armée américaine et qui documentaient tout ce que faisait l'armée américaine. Robert Capa, qui sait que la libération de Paris doit avoir lieu incessamment, lui se rapproche un petit peu de ces opérateurs et il se rapproche surtout du général Leclerc. Et ces opérateurs vont filmer vraiment beaucoup d'épisodes de cette libération de Paris. Pendant 2 jours, ils seront là, ils prendront vraiment en film énormément d'événements qui vont se dérouler, des combats, etc. Et l'idée qu'on a eue, on s'est dit, mais après tout, on sait que Capa a fait beaucoup de photos de la libération de Paris, mais après tout, est-ce qu'il ne serait pas sur ces films ? Et donc, nous avons visionné des heures et des heures de films pour essayer de traquer Capa. Et on l'a trouvé. Et vous l'avez beaucoup trouvé, à tel point que même vous jouez à un espèce de Où est Charlie avec lui. On joue à un espèce de Où est Charlie dans l'exposition, mais à côté de l'exposition, nous proposons aux visiteurs de visionner 17 minutes de film pendant lesquels on explique, on montre vraiment où se trouve Robert Capa, on regarde ses positions, comment il se tient en fait par rapport à ces combats qui ont lieu dans la capitale, comment il s'approche, comment il se met en retrait. Ça permet de mettre en relation la photo qu'il prend avec le moment, vraiment recontextualiser complètement ses photographies. Alors en quoi est-ce qu'on peut considérer Capa, lui qui a participé activement à la création de Magnum, comme le précurseur du photojournalisme moderne, comme l'écrit l'ancien journaliste au Monde et collectionneur de photos Michel Lefebvre, avec qui vous partagez le commissariat de l'exposition ? Ce qui est d'intéressant dans tout le travail de Capa, c'est cette recherche de la vérité photographique, si on peut dire, et en tout cas de l'action pour ce qu'elle est. Vraiment, il est dans l'action, il est au milieu, rien n'est posé finalement, et il trouve le moment où il va pouvoir raconter une histoire dans son cadre photographique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement moderne et on le voit dans les journaux qui publient à la même époque d'autres photos, des photographies de correspondants de guerre qui sont beaucoup plus posées, beaucoup plus carrées. Tandis que là, même si c'est juste un peu flou, comme il le dit, slightly out of focus, pas grave. L'important, c'est ce que va raconter cette photo, c'est ce moment capturé, le bon moment capturé.
Être né à Budapest et s'appeler André Friedman et mourir en Indochine en s'appelant Robert Capa, après tout, ça n'est pas si mal. Cette phrase de Denis Roche, elle résume bien la légende qui entoure le personnage de Robert Capa. À quel point est-ce qu'il a lui-même façonné sa légende, selon vous? C'est sûr que Robert Capa a laissé faire et laissé dire, s'en est amusé, parce que c'est quelqu'un d'assez facétieux et malicieux. Donc, il s'en est probablement amusé, il a probablement ajouté un petit grain de sel par-ci, par-là, pour le plaisir de jouer, hein. Robert Capa, c'est un joueur. Mais je voulais souligner quelque chose d'important et qu'on dit dans l'exposition, c'est que André Friedman et Robert Capa, c'est le même homme. C'est-à-dire que jusqu'au bout, Robert Capa et André Friedman. Il reste jusqu'au bout cet exilé juif hongrois antifasciste qui a un vrai combat politique et qui porte quelque chose. Et c'est ça qui est le plus intéressant. La légende, c'est la personnalité, etc. Mais vous avez quelque chose d'assez profond. Nous avons vraiment affaire au même homme. Quel était le rôle de son frère, Cornel Capa, également membre de Magnum, pour réunir une œuvre qui a été finalement quelque peu dispersée au fil des ans de ses voyages? Cornel Capa est devenu lui aussi photographe. D'abord, il s'appelle Cornel Friedman. Il a le même patronyme que son frère. Et puis, il change en Capa. Il garde ce prénom, Cornel, mais il change son nom en Capa. Et ce photographe va se sentir investi d'une mission. Et c'est lui qui va aller chercher petit à petit toutes les photographies de son frère parce que, en fait, à l'époque, et jusqu'à Magnum, en fait, jusqu'à la création de Magnum, les photographes envoient, grâce aux agences photographiques, ils envoient leurs photographies dans les revues. Et puis, ils ne les revoient plus, en quelque sorte. Et puis, les photographies voyagent dans la presse, de parution en parution. Et les photographes n'avaient pas la main mise sur le devenir de leurs photographies. Donc, Cornel Capa est allé chercher les photographies, et notamment à Life. Il a réussi à retrouver les photographies de son frère. Il est allé assez loin pour pouvoir reconstituer comme ça l'importante photothèque que constitue l'œuvre de son frère. Qu'est-ce que les images que Robert Capa a prises disent de sa personnalité en tant que photographe de guerre? Ce qui est sûr, c'est que ce qu'elles disent de ce photographe de guerre en particulier, c'est son goût du risque. Il est là où ça se passe et il est dedans. Les photographies du débarquement sont absolument incroyables. Pourquoi? Parce qu'on est avec les soldats. C'est-à-dire que lui-même est avec les soldats. Il débarque, il patauge dans l'eau, il avance. On sent presque le froid de l'eau, on est saisi, hein, on est dedans. Et ça dit beaucoup de choses sur un photographe qui n'a pas peur de prendre des risques, qui y va, même si il y a eu toute cette légende autour des photographies du débarquement, il n'en aurait pas pris assez, il fallait déjà y être et il fallait déjà faire des photographies dans ce contexte-là, qui était un contexte de guerre abominable. C'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on sent, c'est cette acuité, ce besoin d'être au milieu de l'action et ce besoin de témoigner aussi du sort des victimes et notamment des civils. Et là, les photographies de Capa rendent vraiment perceptible le sort des civils dans la guerre. Robert Capa, photographe de guerre, une exposition à voir jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 20 décembre au Musée de la Libération de Paris. Merci beaucoup, Sylvie Zeidman. Merci. Bon, ça donne envie, hein. Ça s'arrête jamais avec Capa, en fait. On a toujours l'impression qu'il y a des nouveaux trucs, des nouvelles histoires, des nouveaux machins qui sortent. C'est assez impressionnant. Oui, bah, il y a plusieurs choses qui l'expliquent, hein. D'ailleurs, elle le dit très bien, Sylvie Zeidman, c'est quelqu'un qui a quand même savamment entretenu sa propre légende, hein, en laissant laissant faire pas mal de choses à son sujet. Il a lui-même, du coup, il s'est inventé ce nom-là, hein, Robert Capa, parce qu'à la base, il s'agit d'un émigré hongrois qui, tout simplement, pour exister et avoir une nationalité américaine, a pris ce nom d'emprunt. Son frère a fait la même chose, Cornel Capa. Et puis son œuvre a été disséminée un petit peu partout. Donc son frère s'est évertué après la mort de Robert Capa en Indochine, donc c'était il y a 72 ans, à rassembler un petit peu toute son œuvre. Il faisait aussi partie de Magnum. Et donc on découvre à la fois des pans de l'œuvre de Capa. Et puis là surtout, c'est l'occasion de le voir bouger en fait, et de le voir sur le terrain, comment il se comportait. Et ça, c'est assez passionnant, quoi. Parce que ce qui a toujours fasciné, et elle le dit, c'est que c'est quand même l'homme pour qu'une photo soit bonne, bah, il faut être au plus près, en fait. C'était vraiment son motto.
Et on se rend compte sur ces images-là qu'il est partout. Au moment de la libération de Paris, il est partout au premier plan, près de Leclerc. Enfin, là où l'action se passe, il y est, quoi. Et même un reporter aguerri français, membre de Magnum actuel, qui s'appelle Jérôme Cessini, qui est un immense photographe de guerre, raconte dans un échange avec Sylvie Zeidman combien il admire Capa parce que pour lui, c'était le seul à aller aussi près, à avoir cet esprit un peu tête brûlée que lui-même, Jérôme Cessini, pourtant, je le répète, immense photographe de guerre, n'a pas. Donc, pour toutes ces raisons-là, on n'en a pas fini avec Capa, et moi, je recommande à n'importe qui s'intéresse de près ou de loin à la photographie, de guerre ou non, d'aller voir cette exposition. Xavier, est-ce qu'on peut appliquer le conseil de Robert Capa à la photographie d'orage? Sous-entendu, si ta photo n'est pas réussie, c'est que tu n'étais pas assez près. Comment l'expliquer ça? Bon, si, on peut être à la fois proche et éloigné, mais le résultat n'est pas le même. C'est-à-dire que quand on est proche, ça va être spectaculaire, alors quand on s'éloigne de l'orage, ça va être plutôt artistique. Voilà, c'est pas le même type de photo qu'on va avoir au final. Bon, tu vas nous expliquer tout ça. en Ouais, ou détail. peut-être que c'est ça, parce que peut-être que la distance varie aussi avec le temps et la pratique. Non, parce que Le courage aussi, non? Peut-être. Ouais, Aussi. peut-être. L'inconscience, je sais pas. L'inconscience, c'est surtout le danger, parce que des fois, on est loin de l'orage et puis un impact peut nous tomber derrière nous ou même devant nous. Donc, c'est ça le risque, et c'est surtout Ouais, comme je te dis, c'est pas vraiment le type de photo. C'est pas le même type de photo. Ouais. J'ai déjà eu des impacts proches, c'est spectaculaire au niveau études de cas, mais c'est moche. Enfin, j'en ai pas fait une expo, quoi. Bon, on va parler de tout ça en détail. Allez, on revient dans quelques secondes après une courte publicité. Passionnés de photos et de vidéos, faites confiance à Camara, la première coopérative de magasins spécialistes photos et vidéos en France. Camara, ce sont 90 magasins indépendants représentant les plus grandes marques du marché. Animés par des passionnés et des experts techniques, vous aurez accès à des conseils ultra personnalisés, des démonstrations de produits, des prêts de matériel façon touch and try, des coachings photos et la promesse d'un service après-vente fiable et professionnel. Camara, c'est aussi un vaste choix de matériel d'occasion dans nos magasins et la possibilité de bénéficier de reprises sur votre ancien équipement. En prime, toute l'année, Camara vous offre la 3e année de garantie sur l'achat de matériel neuf en boîtier et optique hybride. Partagez et vivez votre passion auprès de spécialistes reconnus. Venez en magasin ou retrouvez-nous sur www.camara.net. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Xavier Delorme pour cette émission Masterclass consacrée à la photographie d'orage. Carrément. Masterclass. Bah oui. Merci. Alors, pour information, l'une, si ce n'est peut-être la première photo d'orage, est signée d'un peintre et photographe français, figurez-vous, qui s'appelait Gabriel Lopé. Elle a été réalisée en 1902 à Paris et montre l'emblématique Tour Eiffel foudroyée. Elle est actuellement conservée par le musée d'Orsay. Xavier, la photo d'orage, est-ce qu'on peut dire que c'est de la photo d'auteur ou de la photo scientifique? Ah, c'est une bonne question, ça, j'aime bien. Ça peut être les deux à la fois, et puis selon aussi comment on a commencé aussi. C'est-à-dire, il y en a, ils ont commencé en tant que photographe, et puis d'autres qui ont commencé en tant que passionnés de météo. Donc là, ça va être le côté plus scientifique, puis celui qui est photographe va être plus dans le côté auteur. Et toi, tu fais partie de quelle catégorie de personnes? Ah, c'est plus scientifique, on va dire. Parce que j'ai commencé en grand passionné météo. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à ça, toi, au début, quand t'es tout gamin c'est le côté spectaculaire. C'est quand on est ado, on est à fond dans ce qui va exploser. Voilà, donc j'étais fan de volcans, de tempêtes. Oui, non, mais on peut être voilà. fan, mais il y a un pas entre être fan et le photographier. Après, le photographier, c'est par rapport à tous les documentaires que j'ai dû regarder quand j'étais gamin aussi. Il y avait tous les documents sur les grosses chasses aux tornades qu'il y avait aux États-Unis. Il y avait beaucoup de documentaires là-dessus. Donc,
on était gavés de ça. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, on s'imprègne de ça. Et on va dire, waouh, je vais faire pareil. Ça, c'était mon rêve. Mais aujourd'hui, pour toi, cette activité, c'est une passion récréative ou c'est une activité professionnelle? Ça a été les deux. Donc, au début, c'était récréatif, vraiment une passion. Ouais. Après, au fur et à mesure, ça a pris vraiment de l'ampleur. Et j'en ai fait ma profession pendant 5 ans. Et puis après, je suis retourné en tant que passionné. Mais alors, c'est quoi les clients qui commandent de la photographie d'orage pour Oh là, c'est comme- qu'on se rende compte un peu? c'est un métier de niche. Ah, ça, c'est sûr. Mais Oui, bon. mais regarde, on en parle. Oui, on en parle. Alors, quand j'ai développé ça, je me suis dit, bon, ça peut peut-être intéresser des gens, le savoir-faire de chasser les orages et la Ouais. photo. Donc, je me suis vraiment basé sur, déjà, travailler la photo. Parce qu'avant, je travaillais juste, je composais pour l'orage. Donc, Mhm. j'allais en plein champ et je zoomais Orage sur la first. foudre. Voilà, c'est ça. Exactement. Même pas de paysage, rien, que la photo de foudre. Et après, je me suis amusé à vouloir composer, parce que ça m'a donné un peu plus de défis. Parce que, Mais au bout t'étais d'un en moment, on a fait le argentique, tour. non, à l'époque? Oui, j'ai Parce commencé que le à... défi, il est là quand même. Ouais, alors j'ai commencé en argentique. C'était l'argentique de mon père. Donc, c'est lui d'ailleurs qui m'a appris la technique photo de longue pose pour faire la photo de foudre de nuit. Donc, j'ai commencé en 98 avec cette photo. Depuis, on avait commencé dans le jardin avec lui. Et puis après, tout seul, depuis mon Velux. Donc, on voit un petit zigouigoui en haut à gauche de la photo. Mais c'était ma toute première photo voilà, depuis mon Velux. Donc, en 98, un été 98. Mais quand tu bosses pour des boîtes comme Météo Orage ou Kéronos. Kéronos, Alors, Kéronos, tu fais quoi pour eux en fait? Alors, Kéronos, c'était plus un partenariat quand j'étais professionnel. Alors, peut-être explique ce que voilà. c'est Kéronos, parce que même Kéronos, moi, je ne c'est sais pas ce que c'est. c'est un site internet qui va fêter ses 20 ans, je crois, cette année. Kéronos, c'est un site qui répertorie tous les phénomènes orageux de France, donc que ce soit la foudre, les dégâts de grêle, le vent et tornades. Au début, c'était vraiment un historique sur les tornades en France. Et au fur et à mesure, ils ont développé leurs prévisions, donc les risques de grêle, d'orages forts et de tornades, donc en probabilité en faisant des zonages voilà, à 3 jours. Donc ils se sont vraiment spécialisés là-dedans. Comment tu définirais ce qu'est un chasseur d'orage aujourd'hui? Un chasseur d'orage, c'est quelqu'un qui se déplace pour aller à la rencontre du phénomène orageux. Enfin, voilà, il va faire sa prévision, il va C'est aller la sur la technique route. de l'affût ou de l'approche, ou un petit mélange des deux? Ah, c'est les deux. C'est les deux. C'est carrément les deux, en fait. Bah ouais. Bien sûr. Ouais, parce que quand j'ai regardé le documentaire de Vincent Munier, La Panthère des Neiges, là, Ouais. et j'ai vu son Tu approche. t'es vu Eh dedans. je me suis étonnamment vu des heures d'attente à rien faire, attendre que on passe le temps et puis on s'occupe. Et après, on a, lui, c'était la panthère, et nous, c'est l'orage, quoi. Donc, c'est à peu près la même approche. Tu vas pas faire photographier les orages avec Sylvain Tesson, rassure-moi. Non, Pas sûr que ça l'intéresse. Oh, quoique. oh, Ouais, ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Non, par contre, vous êtes beaucoup à faire ça, parce que autant les chasseurs de tornades aux États-Unis, c'est un phénomène qui est assez connu, enfin très concentré d'ailleurs dans certains États comme l'Oklahoma, mais en France, on se rend pas bien compte. Bon, il y a un festival Oui, qui a été donc créé, ça- ok, mais vous êtes combien à peu près? C'est une aujourd'hui- grosse communauté? On peut faire un historique sur les années 2000 quand il est arrivé l'Internet. Donc, on commençait un peu à se connaître entre voilà, qui chasse et tout ça. Et dans les années 2000, on devait être une vingtaine à chasser les orages. Avant, il y avait. Très, très, très niche. Hein. Voilà. Parce que là, il y a un festival, il y aura pas 20 personnes quand même. Non, après, c'est le développement de tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire, au début, c'était les forums. Ouais. Donc, les forums de passionnés météo, donc, qui se retrouvaient tous au même endroit avec des chats IRC du site Infoclimat. Tiens, t'es du coin, c'est quoi ta passion? Les orages, vas-y, on part ensemble. Voilà, ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, ça s'est développé par région. Donc, on partait tous ensemble selon. Nous, c'était Île-de-France, région centre. Donc, on se retrouvait tous au même endroit le week-end. Tiens, à tel endroit, on va aller chasser pendant une journée. Et puis, des fois, 2 jours. C'était incroyable. C'était ces premières chasses de 2 jours. Et donc, ça, c'était. Voilà, c'est développé tout doucement. Et puis, avec le développement du numérique, la technique photo est arrivée. La photo d'orage est devenue assez facile.
Et puis ça s'est développé de plus en plus. Et puis maintenant, avec le Facebook, Twitter et autres, bah là, on a, à mon avis, on a atteint presque les 500, à mon avis. Hein, facile. Ça reste, Puis encore ça très, reste, très ça niche. reste une niche, Et vous effectivement. faites Bah, partie c'est- de c'est- cette catégorie de personnes qui est ravie quand il fait un temps dégueulasse, quoi, du coup. Alors, oui et non, parce qu'avant qu'il y ait les orages, il faut qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud. Parce que quand il fait trop froid et tout comme ça, on a ce qu'on appelle les pétards mouillés, c'est-à-dire que c'est des orages, mais flotteux et on voit rien, on fait rien. Tu vas nous expliquer Voilà. d'ailleurs comment Le trouver, pétard comment mouillé. trouver des orages. Est-ce que le game ultime de la photo d'orage, c'est pas finalement de la photo de tornade et on est chasseur d'orage en France parce qu'on peut pas être chasseur de tornade? Ah, parce que les tornades, c'est surtout aux États-Unis avec la tornado Alley. Donc, l'axe central des États-Unis qui sont en conflit de masse d'air sur 3 points différents. Donc, pour faire simple, et donc c'est un couloir connu dans le monde des passionnés de chasseurs. Donc, il y a beaucoup de Français qui partent là-bas chaque année pour aller chasser la tornade. Mais en France, c'est vrai que nous, c'est plus la foudre. Hein. Et encore, la foudre, c'est surtout en Italie. Je me suis rendu compte que les orages en France, c'est souvent des fois il n'y a pas de foudre, c'est beaucoup d'intra-nuages, donc c'est des éclairs au sein du nuage. Donc ça peut être vite frustrant. Et c'est surtout que en France, oui, c'est ça, voilà, c'est plus la foudre on va aller. La tornade, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Mais bon, il y en a quand même eu coup sur coup depuis 2 ans en Eure-et-Loire. Une tornade. Des mais- F5 comme dans Twister? Non, un petit F1 quand même. Mais très esthétique. Très Oui, esthétique. suffisamment pour qu'on en parle. Et puis, Oui. ça participe au changement climatique, etc. Exactement. Oui, puis donc, ça fait des ravages de ouf, hein. Faut pas oublier non plus. Hein. Bon, on va maintenant essayer de bien comprendre quels phénomènes naturels régissent les orages et la foudre afin de essayer de percevoir où et quand il est possible de les rencontrer. Xavier, c'est quoi un orage et pourquoi la foudre? Pourquoi la foudre? C'est pas cette question. Bon, on va faire simple. Un orage, c'est un. Raison scientifique, hein? Oui, oui. On va pas partir dans le Voilà, spirituel, non, hein? c'est pour ça, non, non. Oh, dommage. C'est- Alors, l'orage, c'est un conflit de masse d'air. C'est le résultat de conflit de masse d'air, donc un air froid qui rencontre un air chaud. Et il y a un peu d'humidité, et hop, ça vous fait un cumulonimbus. Voilà, ça, de façon très simple. Donc, c'est de savoir où et comment il va se développer. Et la foudre, c'est un orage, c'est comment dire, je vais faire ma petite phrase dans ma tête. Donc, un orage. Imagine qu'on est jamais. Voilà. Je refais. Donc, un orage, ça va être un cumulonimbus, et il y a des forts courants ascendants et descendants. Et donc, ça va créer des frictions entre les hydrométéores, donc les gouttelettes d'eau qui montent et les cristaux de glace qui descendent. Et la rencontre des deux va générer des frottements et va comment dire, arracher des électrons de part et d'autre et vous faire des charges positives et négatives. Et pour faire simple, les charges positives vont rester en haut du cumulonimbus et les charges négatives vont se concentrer vers la base. Et du coup, ça fait une différence de potentiel assez conséquent et ça fait une énorme pile, quoi. Donc, jusqu'à... on sait que l'air est isolant. Donc, à un moment donné, on va arriver à la rupture de ce potentiel et ça va vous faire un arc électrique et la foudre. Ou l'éclair. On le voit très bien, hein, ce que tu décris là, justement, dans l'émission avec Jamy, il y a des schémas qui le montrent très très bien. Hein. Ça aidera peut-être dès que j'explique auditrices à... c'est pas ce que je dis, mais là, pour le coup, il y a peut-être besoin quand même... c'est peut-être les limites de l'audio, là. C'est facile. Ah bah, on y touche quand même. Parfois, c'est normal. En haut, c'est les positifs, en bas, c'est les négatifs. Voilà. C'est de façon très simple. Oui, voilà. Exactement. Mais par contre, sur le terrain, tu vois pas ça au doigt mouillé, donc tu utilises quoi? On le voit d'ailleurs sur la vidéo, tu utilises quoi comme type d'outils pour les tracer et les anticiper? Alors déjà, il y a un gros travail de prévision, c'est-à-dire de savoir où on va se placer longtemps à l'avance et puis savoir où on va faire la photo. Donc il y a un gros travail de prévision météo.
Donc, on va étudier les modèles météo, de prévision et tout ça. Et quand on regarde Evelyne Delia et Je on regardais sait où Evelyne ça va Delia, le lendemain, quoi. quand j'avais pas Internet, je regardais Evelyne Delia. Hein. Hmm. Donc, je partais avec mon vélo, je dis bon, ils annonçaient des orages ce soir. Voilà. Non, après, avec l'Internet, on a tous les outils disponibles maintenant. Et puis, au fur et à mesure des années, on a de plus en plus d'outils qui sont disponibles aussi gratuitement, qu'avant, c'était en compte-gouttes. Donc les modèles, pour faire la prévision, pour se placer à tel endroit. Et ça vous fait un scénario d'heure par heure du déplacement de l'orage. Donc, on va essayer de se mettre à la trajectoire. Mais tu peux anticiper jusqu'à combien de temps? Je veux dire, 2-3 jours avant, une semaine avant, même encore plus loin? Alors, il y a une idée sur 15 jours. À 15 jours, on commence à avoir des tendances. C'est-à-dire qu'on va avoir un anticyclone, une dépression sur 15 jours, 10-15 jours. Donc, on ne sait pas où ça va se situer. Ça peut se déplacer vraiment sur à peu près une surface de 1000 km. Donc, ça peut être, tu vois, ça peut commencer, par exemple, au Pays Basque. Et puis, le lendemain, tu regardes les mêmes prévisions, ça va être en Allemagne. Tu vois, ça va jouer... oui, tu as bien fait de passer ton permis. Mais... Voilà. Mais en fait, on voit qu'il y a un potentiel orageux à 10-15 jours. Donc, ça permet de dire à la famille, aux amis, par barbecue ce week-end-là, je serai peut-être absent en chasse d'orage. Mais dans Twister, dans leur camion, ils ont plein de machines, ils ont des antennes, ils ont des genres de sonars, des graphiques en temps réel, des trucs de ouf. C'est que de la déco ou il y a vraiment des outils sur le terrain qu'on peut pour affiner un peu? Non, se la péter aussi un peu, j'imagine. C'est pour impressionner. Un peu too much. Non, c'est surtout pour sur le terrain, on nous voit comme ça. Ouais. Poussez-vous, j'arrive. Non, mais j'imagine la scène. T'arrives, poussez-vous. Donc, on a rarement des pick-up aussi gros. Hein. Voilà. Il y en a, mais. Ouais, non, mais un peu moins. Nous, les chemins sont plus petits. Ouais, donc, t'arrives avec un gros machin comme ça, tu peux pas faire demi-tour. Donc, non, ces outils-là, c'est sur le terrain. Une fois qu'on est sur le terrain, pour suivre l'orage, il nous faut les données en temps réel pour pouvoir anticiper son déplacement. Et parce que les prévisions, c'est bien, mais des fois, il peut y avoir un plan B. C'est-à-dire, en fait, c'est développé un peu plus loin, ça prend une trajectoire un peu différente. Donc, pour les suivre en temps réel et pour ajuster son tir. Donc, on a les images radar et les données foudre du réseau météorage. Est-ce qu'il y a différents types d'orages? Est-ce que, par exemple, les orages de jour sont différents des orages de nuit? Est-ce qu'il y a des petits orages et des gros orages? Est-ce qu'il y a des orages virulents ou calmes? Est-ce qu'on peut classifier les orages? Oui, on peut classifier les orages. Et les foudres, du coup, les types de foudres. Alors, on peut classer les orages et les foudres. On peut double classement. Voilà, double classement. Donc, les orages, pour faire simple, il y a des orages monocellulaires et multicellulaires. Donc, mono, c'est une petite cellule isolée. Et multicellulaires, c'est des petites cellules isolées qui se sont regroupées et qui créent des systèmes orageux vraiment énormes qui peuvent occuper plusieurs régions à la fois. Donc, déjà ça. Et dans le sein du monocellulaire, donc petites cellules, on peut avoir ce qu'on appelle les orages supercellulaires, donc des supercellules, un peu comme les orages américains. C'est-à-dire que c'est des orages qui vont se mettre à tourner sur eux-mêmes, donc avec ce qu'on dit un mésocyclone, un cyclone de petite échelle. Donc, c'est des orages qui vont tourner sur eux-mêmes et c'est eux qu'on a de plus en plus maintenant sur le terrain. Donc, c'est des orages très virulents qui ont pas mal d'activité électrique, foudre, mais beaucoup intranuageuse, donc au sein du nuage, et fort risque de grosses grêles. Donc, tout ce qu'on voit depuis quelques années, des dégâts de grêle, c'est souvent des supercellules et surtout de vent. C'est des vents extrêmement violents dessous, de 90 à voire 150, et c'est ceux qui génèrent les tornades. Donc, mais les multicellulaires, c'est ce qu'on appelle des systèmes, je vais passer les noms, mais en fait, ça s'organise souvent en gros fronts orageux. Et eux, c'est souvent des grosses lames d'eau qui vont durer 1 heure, et aussi des vents violents à l'avant. Et tu as des échelles d'intensité un peu comme l'échelle de Richter pour les séismes ou pas du tout? C'est juste vraiment les dénominations qui vont donner l'importance ou la taille Alors pour les supercellules, on va avoir des classifications aussi, une sous-classe de supercellules. On a les supercellules classiques, HP et LP, donc c'est nom américain. Donc c'est classique, c'est une supercellule on va avoir le mésocyclone qui va être bien visible.
et avec une partie pluie et grêle sur le côté. Et low precipitation, donc LP, donc peu de précipitations. Souvent, on voit bien le mésocyclone et un très filet de pluie juste à côté. Donc, on voit, elles sont très belles à photographier, ce type de cellules. Et l'AHP, donc c'est High Precipitation, c'est beaucoup de pluie. Enfin, là, c'est noyé, on voit à peine la supercellule. Et là, c'est photographiquement parlant, c'est une catastrophe. ok. Et c'est celles qui sont assez dangereuses parce qu'on voit pas où sont les grêles et les vents. Et donc, on a Tu du peux mal pas à te distinguer. situer, Ouais, on a du mal à distinguer le mésocyclone. Donc, on va le voir sur les images radar pluie. Donc ça, nous, on connaît comment le lire, les radars. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est assez dangereux ce type d'orage. Eh ben justement, hein, parce que c'est important de préciser qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en termes de sécurité quand on souhaite se lancer dans la photographie d'orage. Alors, j'ai trouvé des chiffres, hein. Il y a entre 100 et 300 blessés tous les ans en France à cause de la foudre et entre 10 et 20 décès. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Maxime Daviron qui pratique la photographie d'orage et en plus en haute montagne. Il nous sensibilise à ce sujet. La chose que je recherche moi en photo principalement, ça va être le sauvage. En tout cas, c'est comme ça que je le définis. Donc vraiment, à la base, les territoires sauvages beaucoup, et notamment la haute montagne. Et pour le révéler, les conditions qui soient propices. Et donc particulièrement les conditions un peu tourmentées, on va dire. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu une fascination pour l'orage depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc en 2017, j'ai voulu lier les deux, lier orage et montagne, pour aller un peu au bout de cette démarche de rechercher à retranscrire le visage le plus sauvage de la montagne, on va dire. J'utilise un peu l'orage comme révélateur de cet aspect sauvage primitif de la haute montagne. Ouais, l'aspect sécurité, c'est vraiment l'aspect primordial dans cette pratique. Ça paraît assez logique. Déjà en montagne en général, c'est quand même un gros aspect dans la préparation et sur le terrain. Et pour les orages, c'est très particulier parce qu'évidemment, normalement, on évite d'être en montagne sous l'orage, en toute logique. Et dans mon cas, ça passe notamment par une grosse partie de repérage. Donc, je vais chercher des compositions, enfin des endroits où j'ai des compositions en tête, et y chercher des abris. Donc, souvent, ça va être des cabanes de bergers, des grottes, des refuges non gardés, ce genre de choses. Et je vais voir si ces abris sont valables, donc s'ils sont vraiment de bons abris pour la foudre, en tout cas. S'ils sont secs, etc. Calculer un peu aussi tous les risques, ce qu'on appelle les risques objectifs, donc les potentielles chutes de pierres, crues de torrents, etc., que je pourrais rencontrer le lendemain, parce qu'il faut aussi penser à la redescente. Le temps d'ascension, enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres que je me note. Comme ça, je sais combien de temps il faut pour y aller. Et le jour même, quand j'ai fait ma prévision et que je sais qu'il risque d'y avoir de l'orage sur un massif particulier, et que j'ai choisi l'abri dans lequel je vais me rendre, je prévois une grosse marge de manœuvre. Comme ça, j'arrive en fait dans mon abri bien avant que l'orage commence. Il fait encore beau. Et je respecte tout un tas de règles que je me fixe, notamment toujours être isolé du sol de différentes manières. Si je suis dans une grotte, ne pas toucher les parois, ne pas me trouver trop près de l'entrée. D'une manière générale, éviter ce qu'on appelle les effets de pointe, donc avoir des objets pointus, des choses qui peuvent un peu attirer entre guillemets la foudre. Voilà, penser un peu à tous les à côté aussi, parce que la foudre c'est un paramètre, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a le vent, il y a la pluie, la température qui va chuter. Donc voilà, ça inclut beaucoup d'aspects différents. Alors j'ai déjà côtoyé la foudre de près en montagne, j'ai jamais eu de frayeur par rapport à ça, parce que j'étais toujours en sécurité quand ça s'est produit. Ça reste toujours très intimidant, hein, quand on est dans une grotte à 3000 mètres d'altitude, tout seul au milieu d'un orage, littéralement au milieu du nuage parfois même. Mais j'ai pas eu de grosse frayeur de foudrement proche. J'en ai eu plus en plaine, en chasse à l'orage classique justement, en étant dans ma voiture, en photographiant depuis la voiture et où c'est tombé juste à côté, à quelques mètres. Là oui, ça fait un peu bondir des fois. Alors, à préciser hein, que Maxime montre sa série perpétuelle, comme il l'appelle, de photos d'orage intitulée Ce que révèle l'obscurité sur son site et qu'il vient de publier un beau livre intitulé pour sa part Terre perdue.
Est-ce que tu as des anecdotes, Xavier, à nous raconter en termes de peur ou de sécurité? Dans le doc de Jamy, on vous voit déguerpir à toute vitesse à un moment donné. Donc en 22 ans, oui, il y en a eu des choses assez peur. Bah, j'ai toujours peur. Quand j'ai pas la peur, c'est que je suis en danger. C'est-à-dire qu'on n'a plus de limites. Comme il explique, Maxime, il faut se mettre des limites. Bah, c'est comme les photographes de conflit. Hein. Exactement. Il y a un moment Je donné. dis souvent ça. Ok. C'est le moment où tu n'as plus peur. C'est que tu es en danger. Mm. Voilà. Donc c'est le même principe. Je me mets le même principe. Et j'ai eu plusieurs frayeurs, surtout au niveau de la foudre. Il y a des impacts qui tombent assez proches. J'ai eu un cas en 2014. J'ai fait un épisode méditerranéen, mon tout premier. Donc, c'est des gros systèmes orageux autour du pourtour méditerranéen. Épisode Cévenol ou méditerranéen, selon comment ils se forment. Donc, on entend souvent parler de l'épisode Cévenol. Ouais, parce qu'en fait, c'est les orages qui se forment sur les Cévennes. Ouais. Et méditerranéen, c'est plus en mer. Donc, c'est à peu près le même phénomène, mais en fait, ils vont se former plus en mer. Donc là, c'était épisode Cévenol. Donc, et là, ça a été à 1h du matin, je suis arrivé là-bas, et du côté de Nîmes. Et là, l'orage, c'était un orage qui se déplaçait assez lentement. Et il arrivait sur moi, et les foudres étaient vraiment dingues. Il y avait des foudres tout le temps. Donc c'était spectaculaire. J'ai réussi à trouver un petit point de vue un peu à l'arrache sur un champ, en mettant en hauteur, parce que je sais que c'est des creux éclairs assez rapides, vraiment conséquents là-bas. Et c'est un orage qui m'a vraiment fait peur. Et c'est le premier et dernier épisode méditerranéen que j'ai fait, épisode Cévenol que j'ai fait. Trauma, le mec. Ouais. Déjà, entre les foudres, c'était un mur de foudre qui m'arrivait dessus. Et donc ça veut dire quoi, un mur de foudre? En fait, à chaque éclair, c'est une foudre qui tombe. Donc, toutes les 2-3 secondes, tu avais un impact qui tombait autour de 1 km distance. Et au fur et à mesure, l'orage se rapprochait. Ouais, donc, le son. Il y a foudre et foudre, non? Non, là, toutes les foudres se ressemblent ce soir-là. Donc là, ça se rapprochait au fur et à mesure. Donc la distance entre le temps entre l'impact et le son et se rapprochait de plus en plus. Et je me suis dit que le prochain, il est sur moi. Donc j'avais tout mis, les appareils photo bien réglés, que ça soit proche, donc fermeture du diaph au maximum. Et au moment où j'allais monter dans le véhicule, donc à l'époque j'avais un camion aménagé avec un haillon, donc j'étais sous le haillon, et il commençait juste un peu à pleuvoir. Et au moment où je lève le pied pour aller me mettre à l'abri, j'ai un claquement, mais j'ai entendu le son avant l'impact, quoi. Donc là, ça a fait un bruit métallique comme un coup de fouet. Et c'est là que je me suis dit qu'en étant pied, cloche-pied, en fait, en fait, la tension de pas, je l'ai pas eu à ce moment-là. Donc, parce que l'impact est tombé à moins de 30 mètres. Hein. On le voit sur la photo, ça touche des roseaux. Fada. Ouais, donc, c'était dingue. Le bruit d'un orage, c'est le choc de l'électricité sur le sol ou c'est la création de l'arc électrique? En fait, c'est la détente de l'air. En fait, on passe de la température ambiante à 30 000 degrés. Donc, en fait, c'est sur 200 millisecondes. En fait, on crée une détente au niveau de l'air très rapide. Donc, en fait, ça fait créer une onde. Donc, plus on est proche, plus l'onde est courte. Donc, on est dans les hautes fréquences. Donc, c'est très aigu. Donc, c'est ce fameux bruit métallique qu'on entend. Et quand il est loin, ça fait ce bruit très lourd. En fait, l'onde se détend, donc il est beaucoup plus large, donc on rentre dans les graves. Et c'est vrai, ça, ce qu'on dit, c'est que quand on voit un orage, on se met à compter, et quand on arrive aux chiffres en fonction du nombre de secondes, ça correspond au nombre de kilomètres. Alors, quand on voit l'impact, quand on voit l'éclair, on va compter, et au moment où on entend le son, on arrête de compter, et on divise par 3. Ah, on divise par 3. Moi, je n'ai jamais divisé par 3, moi. Ah du coup, non, t'es pas bon. Mais par contre, pour revenir à la sécurité, quand tu décris un épisode comme ça, ou par rapport à ce que dit Maxime dans les grottes, dans les montagnes, etc., est-ce que ça veut dire que quand tu choisis un spot, tu prévois en véhicule, tu prévois des échappatoires, différents axes pour repartir? Ou est-ce que tu n'as qu'une issue et tu te dis, ouais, j'ai bien anticipé mon truc, ça va le faire? Ouais, alors ça arrive qu'on trouve des points de vue, parce qu'il y a un gros travail aussi à
vraiment tout l'hiver pendant le repérer. temps de pause, voilà, à repérer les points de vue qui, au niveau photo, qui peut être intéressant. Et il y a ces points de vue là aussi où je regarde si c'est accessible en véhicule. C'est vrai que je m'éloigne jamais du véhicule. Pour moi, c'est tu vois, T'es aimanté, quoi. Voilà, Enfin, Maxime, lui, il peut pas amener le véhicule en montagne, donc il trouve des abris vraiment où il se sentira en sécurité. Moi, c'est mon véhicule. Donc mon véhicule, il est toujours derrière. Donc ça, c'est tu vois, le coup, c'est m'est tombé à côté. Et heureusement que j'avais le véhicule. Ouais. Donc, Maxime, il évoque l'effet de pointe. C'est quoi ça exactement? l'effet de pointe, c'est surtout que moi, je chasse dans la Beauce, donc c'est plat. Ouais. Donc Donc c'est toi la pointe. Et voilà. La pointe, c'est les silos, les éoliennes et moi. Un trépied, c'est une pointe? Un trépied, c'est une pointe. Donc j'ai un trépied en carbone, j'évite de le sortir. Pourquoi la pointe attire la foudre? En fait, c'est un effet d'attirance. On revient à notre pile géante là, de tout à l'heure. Donc quand ça arrive, l'orage arrive, par effet des charges négatives qui sont à la base du nuage, il y a les ions au sol. Et par effet ça va repousser les mêmes ions. Donc par exemple, les ions négatifs vont être repoussés au sol et il va rester les ions positifs. Et il y a un effet d'attirance. Donc les moins vont aller vers les plus. Donc on a des traceurs qui vont descendre du ciel. Donc c'est ces fameuses ramifications que l'on voit sur les photos. C'est ça qui descend vers le sol. Et à une certaine distance du sol, ça va attirer, donc en remontant, par effet des pointes. Parce que c'est des couches en fait de potentiel. Et sur les éoliennes ou les abords de forêt, les églises, en fait, ça crée des cassures. Et en fait, ça va faire un effet cet effet de pointe. C'est-à-dire que ça a un effet de faisceau. Donc, ça va faire du coup un éclair qui va remonter. Et c'est le contact des deux traceurs. Donc, ça fait un traceur descendant. Et à une certaine distance du sol, ça va attirer au sol. Et c'est un traceur ascendant. Et c'est la connexion des deux qui va te créer la foudre. Donc, on a l'impression que ça descend. Repartir à la DeLorean. Mais exactement. Du coup, c'est ce que tu cherches, toi, c'est l'effet de pointe pour. Comme oui, sujet, comme sujet. C'est là que acteur, voilà. C'est par exemple une cathédrale, une éolienne. On sait que voilà, ça va être forcément un effet de pointe, donc ça va attirer la foudre. Donc est-ce que tu n'installes pas des pointes artificielles dans tes compositions pour pouvoir un peu forcer le destin? Il faudrait des fusées. Il y a des scientifiques qui lançaient des fusées avec un câble en cuivre au sein de l'orage. Donc on crée aussi ça. Donc là, c'est des foudres artificielles. Le docteur Frankenstein. Voilà. Alors du coup, ça fait des foudres toutes droites parce qu'en fait, la foudre suit le câble. Donc ça fait une foudre toute droite. Je reviens 2 secondes. Tu nous as parlé de la classification des orages, mais au niveau de la foudre, il y a foudre et foudre, ou il y a plein de types de foudre? Il y a plein de choses. Quelle foudre es-tu? Quelle est la puissance de la foudre? Est-ce qu'il vaut mieux une grosse foudre ou une petite foudre en photo? Il y a différentes décharges. Donc on dit il y a 3 types de décharges. Donc il y a les intranuages, les internuageux et les nuages sols. Donc les intranuages, c'est au sein du nuage, donc au sein du cumulonimbus. Donc c'est des flashs. On voit, ça clignote. C'est nul. C'est stroboscope humain. Oui, on les voit. D'ailleurs, c'est souvent ça qui va définir un peu le départ du développement. On voit les premiers flashs de nuit, parce que de jour, on ne va pas les voir. Des fois, on va les entendre, mais de nuit, on voit les premiers flashs. Donc ça, c'est les micro-décharges. Donc on a dit, ça y est, il est parti, il va nous lâcher des foudres. Enfin, du moins, on espère. Et donc ça, oui, comme tu disais, Arthur, c'est pas très beau en photo. Donc ça va illuminer des fois de l'intérieur. Donc quand on a la partie convective, donc la partie chou-fleur, donc de nuit, ça illumine de l'intérieur, c'est beau. Mais sinon, souvent, on ne fait pas. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a internuageux. Donc ça, c'est des éclairs au sein du nuage. Donc ça, par contre, on va les voir. Donc, horizontaux. Voilà, ou non, verticaux. Il y a tout, oui, dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Hein. Des fois, ça fait comme des araignées. Donc c'est ce qu'on appelle des spiders à la fin de l'orage. Donc ça part dans tous les sens. Ça peut être sympa à photographier, ça. Donc ça, c'est intéressant. Et la décharge nuage-sol, donc ça, c'est la foudre. Donc du nuage au sol. Donc c'est à peu près 20%, entre 10 et 20% de l'activité électrique d'un nuage, d'un orage. Tout le reste, les 80%, c'est au sein du nuage. Donc en fait, ce qu'on voit en foudre, c'est pas grand-chose. Hein.
Et des fois, on n'en a vraiment pas du tout. C'est-à-dire que parfois, c'est intra-nuage sans arrêt. Mais aujourd'hui, avec tous les outils que tu as, ça arrive que tu fasses des sorties non productives? Ah oui, ça arrive. Hein. Ah oui? Ça m'est déjà arrivé de traverser toute la France pour aller au pied mont Pyrénéen. Un orage était annoncé. J'ai posé le trépied. L'orage s'est formé. Il a longé les Pyrénées. Donc, on l'a vu de loin. Il nous est passé devant. Et après, il est reparti. 0 foudre. Alors, au niveau électrique, c'était spectaculaire. Hein, mais ces photos-là, je ne les ai jamais vues parce que c'était flash à gogo. Quoi. Rien d'intéressant en photo. Dommage. Bon. En plus, j'avais une vue magnifique. Ouais, puis Chartres-Pyrénées, bon, c'est pas. Ah, c'est vite 9 heures de route. Ouais, c'est pas le problème. Bon, après, c'est pas grave, j'étais en Espagne. Engagement, quoi. Après, je suis parti en Espagne le lendemain et là, j'ai rentabilisé l'affaire. Bon, maintenant qu'on sait où et quand trouver des orages, on va parler un peu de la technique et du matériel nécessaire pour réussir à les photographier. La lumière, petit cours de physique, se déplace à 300 000 km par seconde et la durée moyenne perceptible d'un éclair, de la foudre, est entre 0,2 et 0,5 secondes. Ouais, c'est ça. juste? C'est juste. 200 millisecondes, ouais. Quand vous entendez la foudre, c'est déjà trop tard et il est impossible de savoir précisément où et quand elle va tomber. Il est donc impératif de ruser pour mettre toutes les chances de son côté et d'utiliser ce que l'on appelle un détecteur d'orage pour automatiser le déclenchement de son boîtier. L'un des modèles les plus réputés, le Lighting Sensor V6, est français et on vous propose d'écouter son inventeur et producteur, Walter Laroche-Seychat, nous le présenter et nous expliquer son fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que le Lighting Sensor V6? Alors, c'est un petit boîtier électronique donc, qui est étanche aux projections de pluie, donc il peut aller dehors, qui se fixe donc, sur un appareil photo, d'accord, et qui est relié avec un câble à sa prise de télécommande filaire, la prise du déclencheur externe. Alors, son rôle, c'est d'envoyer en fait un ordre de déclenchement dès qu'il détecte la naissance d'un éclair. Donc, sa détection, elle est du type optique, c'est-à-dire donc en fait, elle fonctionne dans le spectre du visible et de l'infrarouge. Donc, en fait, à l'intérieur, donc il y a une électronique qui est super précise et rapide, fiable aussi, donc du fait des composants utilisés. Voilà. Et par contre, sur le terrain, son utilisation est extrêmement facile. En fait, la mise en route et le réglage du Lighting Sensor V6 se fait quasiment en 1 seconde et demie, 2 secondes. Donc, entre le moment où c'est qu'on l'allume et le moment où c'est qu'il est prêt à effectuer son rôle. Donc déjà, cette qualité de composant, ça a fait sa réputation, ce qui fait qu'en fait, et d'ailleurs, grâce à ça, je propose une garantie de 10 ans. Donc déjà là, par rapport à un autre appareil du commerce qui est souvent garanti 2 ans ou 3 ans, on est quand même largement au-dessus. Première chose. Deuxième chose, je pense que c'est son mode de fonctionnement. Je pense que donc, les autres cellules concurrentes, elles attendent vraiment que l'éclair tombe pour pouvoir donner l'ordre de déclenchement à l'appareil photo, que le Lighting Sensor V6, comme ses versions précédentes, la V4, qui était également très très réputée au milieu des chasseurs d'orage, donc elle va détecter en fait la signature électromagnétique, c'est un genre de série d'impulsions qui a lieu juste avant l'éclair. Donc en fait, on gagne du temps. Et donc dès qu'elle analyse ça et que la cellule donc se dit ah tiens, là il va y avoir un éclair qui risque d'apparaître, elle envoie immédiatement l'ordre de déclenchement à l'appareil photo. Donc tout est fabriqué en France, donc dans mon laboratoire en Saône-et-Loire, département 71. Donc, je produis à peu près 400 pièces par an, d'accord. Donc, comme je disais, donc avec des composants de très très grosse qualité. Alors, tout est fait à la main par moi-même. Et également, donc, sur le circuit imprimé, il y a une petite partie qui est composée de tout petits circuits, de tout petits composants CMS. Donc, ça, c'est posé par une entreprise allemande, pareil, qui est très très réputée à l'échelle européenne et nationale. Donc chaque exemplaire que je produis, donc les 400 exemplaires dans leur totalité, subissent une quinzaine de tests aux différentes phases de production, d'accord, ainsi qu'un dernier contrôle sur bande mesure pour être certain vraiment que tout fonctionne parfaitement, pour être sûr que l'heureux possesseur du V6 ait dans ses mains un appareil qui soit 100% fiable et fonctionnel. Alors, le Lighting Sensor V6 est vendu en version standard au prix de 219 € sur le site Radio-Ham Électronique, comme ça se prononce, et tout attaché, .com. Avec un H, juste après avec radio. un Radio-Ham, Ouais. Radio Jambon Électronique.com.
Sinon, tu dis Lighting Sensor V6 sur ton moteur de recherche, tu trouveras. Xavier, est-ce qu'on est obligé de passer par ce genre de... Bon, c'est pas le seul qui existe, mais est-ce qu'on est obligé de passer par ce genre de détecteur pour photographier la foudre, ou on peut simplement être soit très chanceux, soit très réactif? Ah, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé la photo d'orage, c'était la photo de nuit. Parce que c'est facile à photographier, enfin, facile. C'est que de la pose longue, donc de nuit. Donc, moi qui avais commencé en argentique, c'était assez pratique. On faisait des poses de 5 minutes. Donc, au-delà même. Donc, t'optimises les chances. Voilà, de voir exactement. Donc, en numérique, tu peux pas aller au-delà de 30 secondes. Enfin, tu peux, mais tu vas créer du bruit parce que le capteur chauffe. Donc, je me suis limité à 30 secondes. Donc, moi, j'utilise mon numérique. En fait, je bloque la télécommande. Je parle de photo de nuit. Donc, je bloque la télécommande. En fait, je mets le mode rafale. En fait, il fait des rafales de 30 secondes, l'appareil. Donc, comme ça, j'optimise des chances. Parce que des fois, entre deux pauses, tu peux avoir un impact à ce moment-là. Donc, comme tu l'as dit, Arthur, c'est 0,2 à 0,5 secondes, un impact. Donc, le temps de rappuyer sur ta télécommande, des fois, tu rates. Donc, moi, j'ai mis en mode automatique, comme ça, je suis sûr. Et donc, le détecteur est arrivé en 2010. Donc, j'étais le premier, l'un des premiers. Il avait fait une petite commande auprès des passionnés. Qui veut un détecteur d'éclairs de jour? Parce qu'avant, c'était de jour, très difficile à les voir, à part flinguer son obturateur, parce qu'on faisait des rafales à gogo. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on comptait, quand il y avait un orage assez actif, on comptait en la fréquence. C'est-à-dire qu'il y avait un impact, on comptait un autre impact, on comptait un autre impact. On faisait une moyenne, donc à peu près 10 secondes entre chaque impact. Donc au bout de 10 secondes, voilà, un peu au doigt mouillé. Donc au bout de 10 secondes, on commençait à lancer les rafales. Toc, toc, toc. Tu vois, donc, ça devait faire un déchet monstrueux en post-production. Exactement. Donc c'était... Tu vidais les cartes en... Bon, c'était un peu au bout dans la chance. Mais j'ai réussi à en avoir quelques-unes, très rares. Et j'ai eu en 2009 un orage assez violent du côté de Pithiviers dans le 45, là, un soir. Et il y a eu un impact qui a fait un réallumage. C'est-à-dire que la foudre est tombée et il s'est réallumé plusieurs fois. En fait, il a clignoté donc pendant 1 seconde. J'ai eu le temps de faire waouh, superbe, appuyer. Bam. J'ai appuyé. J'ai dit bon, on va voir. Et donc un beau champ de betterave avec une belle foudre au loin. Donc 2 jours. Donc ça, c'était vraiment un peu à la volée. J'ai réussi à en faire 2 ce soir-là. Mais voilà, c'était tout. J'ai dû en faire 3 avant le détecteur. Et le détecteur est arrivé. Donc, comme il expliquait, c'est ultra simple à mettre en place. Et comme je l'ai dit, tu as démocratisé la foudre de jour. Maintenant, on en voit partout. Mais dès la première version, en 2010, ouais, c'était opérationnel, c'était fiable. Ça marchait bien, mais par contre, c'était, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, c'était le temps de latence des appareils photo. C'est-à-dire que le détecteur, la première version était un petit peu plus lente que la dernière version. Donc déjà, ça accentue. Et les temps de latence des appareils photo, c'est-à-dire le temps qui reçoit le signal du détecteur et que l'appareil déclenche. C'est de l'électricité aussi, normalement. Ça ouais, mais les meilleurs, c'était les Nikon. Donc, alors ça, pas tous les Nikon, parce que j'avais un D800, il était très lent. Donc à côté, j'avais un D4S, donc un boîtier pro, voilà, et c'était le temps de latence, c'était le meilleur du marché. Et en effet, j'avais des foudres. J'avais même des fois il allait tellement vite qu'il voyait des choses incompréhensibles. C'est-à-dire qu'il déclenchait, on voyait même pas l'impact, mais on voyait les traceurs. En fait, il allait trop vite presque. C'était quand même assez saisissant. Là, il y a un petit réglage sur ce boîtier, et puis il fait un bruit. Est-ce que tu en as amené un? Ouais, j'en ai amené. Allume-le, là, qu'on entend donc, un peu. Donc, tu l'allumes, et dès que le bip s'arrête, c'est-à-dire qu'il est réglé. Donc, gare aux oreilles. Voilà, là, il est réglé. Donc après, dès que... c'est assez rapide. Ouais. C'est assez rapide, et puis dès qu'il voit une lumière, voilà. Et donc, dès qu'il y a un bip, en fait, il envoie le signal à l'appareil photo et il déclenche. Mais ça paie pas de mine, hein. Ça fait vraiment outil analogique. Enfin, oui, c'est le petit boîtier fait maison. On dirait. La première version était assez rigolote parce qu'on a l'impression qu'on faisait la techno. Quand on était en 4e techno, là, on faisait les petits boîtiers avec le poste à souder. Là. Donc c'était ça, mais c'était hyper efficace. Hein. Je m'en foutais qu'il ressemblait à rien, mais ça marchait du feu de Dieu. Mais tu l'utilises du coup de jour, mais de nuit aussi
Alors, de nuit, moi, non. À l'heure bleue, on peut encore l'utiliser. Alors, les premières versions déconnaient. C'est-à-dire que la luminosité n'était pas assez importante pour pouvoir déclencher. On était obligé de mettre la sensibilité à fond. Et dès qu'il y avait l'impact, ça déclenchait. Mais sauf que vu qu'il était à fond, il était mal réglé, il déclenchait tout le temps. Donc, il fallait vite éteindre le détecteur. Donc, on faisait des photos des fois un peu compliquées. Ça remplissait la carte mémoire si on n'était pas à côté de l'appareil photo. Mais les dernières versions, maintenant, elles fonctionnent à toutes les heures. Donc, de jour, l'heure bleue, lever du soleil et de nuit. Tu peux l'utiliser aussi de nuit. Alors, moi, de nuit, j'utilise toujours la pause longue en rafale. Enfin, ta pause longue numérique, on va dire. De numérique de succession 30 secondes, voilà, 30 exactement. Dès que j'atteins à peu près 5 secondes, je l'enlève et puis j'utilise ma méthode. Ok. Bon, donc la synchro, le déclenchement, c'est fait par le boîtier. Ouais. Et pour la petite info, faut mettre le mode rafale aussi. C'est pas prise unique sur le déclencheur. C'est vrai qu'il faut mettre en mode rafale la plus grosse rafale de son appareil photo. Ah, donc on n'est pas sur une synchro parfaite. Non, il faut toujours parce que souvent des fois on a avant ou après la rafale. C'est pas la première photo qu'on a, c'est souvent deuxième, troisième photo qu'on a l'impact. Donc il faut mettre. Bon après ça sert à rien de mettre 120 images secondes, on a trop de photos. Donc autour de 20 max, c'est déjà bien. 20 images secondes. Voilà pour la petite info. Hormis ça, sur le boîtier, quel réglage anticiper du coup pour être sûr que quand tout ce bazar là se met en route, on ait une image qui soit correctement exposée, nette et comme il faut quoi. Alors pour la photo de nuit, on va commencer par le plus simple que tout le monde peut faire, donc sans avoir besoin du détecteur. Donc une télécommande, un trépied et un appareil photo où on peut régler manuellement le temps d'expo et les ouvertures. Donc de nuit, je commence à la mise au point manuelle, toujours manuelle pour être manuel, ok, mais sur l'infini. Comment on le sait qu'on est sur l'infini? Alors, tu te mets en butée ou tu te mets un peu avant ou tu joues avec l'hyperfocale? Tu fais comment? Ça dépend des optiques. Si tu as une optique fixe, tu peux aller en butée presque. Si tu vas voir le symbole infini, tu vas le trouver. Par contre, après, sur des zooms, par exemple les hybrides, on a difficulté de trouver on a des difficultés de trouver l'infini. Donc, ce que je fais, c'est quand il y a un point lumineux, un village ou des étoiles, maintenant, on arrive à bien fixer l'infini. Si tu l'as pas, tu peux maintenant, dans les appareils hybrides, tu peux enregistrer en pré-focus. En fait, tu peux enregistrer tes points sur l'infini, ou par exemple, des mises au point. Alors, ce qu'ils appellent des... Je sais plus comment il a dit Fabrice, c'était... en fait, tu peux enregistrer... des distances de mise au point? Ouais, j'ai pas essayé parce que moi, j'utilise des focales fixes manuelles. Donc, comme ça, moi, je vais à l'infini en butée, je suis sur l'infini. Donc, il n'y a pas d'embrouille. Ok. Ouverture, du coup? Ouverture, 6-3. 6-3 au milieu pour avoir voilà, tu te mets au milieu et quand l'orage est proche, tu commences à fermer. S'il est encore loin, tu ouvres un peu. Donc, et faire attention aux rideaux de pluie. C'est-à-dire que quand la foudre traverse les rideaux de pluie, ça fait un effet miroir, ça accentue les lumières. Donc, vérifier sur les photos, quand on voit que ça a bien flashé, de voir où il est passé. Et des fois, la foudre, on voit qu'elle a passé le rideau de pluie et c'est des zones qui ont été sur X. Mais tu as des focales de prédilection, plutôt grand angle, plutôt télé, où tu mets les deux. Parce qu'en fait, là, il y a un boîtier, mais en réalité, tu en as plusieurs, plusieurs trépieds, plusieurs boîtiers. Alors, oui, alors j'ai commencé avec un boîtier. Donc, je me suis rendu compte que l'orage, tu en as plusieurs en face de toi. Donc, au début, tu vas tourner ton appareil sur la partie la plus active. Puis tu te rends compte qu'il va s'arrêter et que c'est son voisin qui va être plus actif. Tu vas tourner ton appareil sur le voisin, il s'est arrêté. Et tu vois que c'est le voisin de précédent que tu cadrais qui s'énerve. Donc, en fait, tu es sans arrêt en train de jouer de cibles, différentes cibles. Donc, c'est assez pénible et on en rate pas mal. Donc, minimum 2 boîtiers quand vraiment tu commences à être vraiment dans la chasse aux orages. C'est au moins 2 boîtiers. Donc, moi, j'en ai 5. Alors les furieux feraient ça au 800 mm ou non, au 14 après, mm par exemple, je fais du 15 mm au 85, voire 200. c'est pas extrême. Faut bien viser à 200 quand même. Hein. À 200, c'est vraiment quand tu as...
Par exemple, pour faire simple, la cathédrale de Chartres. Voilà, je suis de T'as une Chartres. photo de dingue Voilà, que t'as faite de ça. je l'ai faite au 200. C'est-à-dire que j'ai cadré la cathédrale, j'ai attendu que l'orage il passe derrière la cathédrale. Et au moment où il est passé, il a lâché une belle foudre. Et combien d'années tu as mis pour obtenir cette photo? Alors, l'impact sur le clocher, j'ai mis 12 ans. Ouais. Voilà. Bon. 12 ans. À raison de 4 heures par jour. Hein. Par nuit. Bon, ok, t'étais sur place, mais enfin quand même. Ouais, je suis sur place, mais bon, c'est compliqué. Et puis quand Non, mais c'est beau, c'est une belle quête qui. C'est vrai, c'est des objectifs qu'il faut se lancer. Donc, comment dire, enfin, voilà, c'était en 2023. Ouais, ça a enfin marché. Là, on a évoqué beaucoup De la photo de nuit, nuit. de jour. La photo d'orage, c'est un peu comme si on faisait du fill-in au flash avec une synchro au premier rideau, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. Et puis la sensibilité pour les deux jours et de nuit à 100 ISO de base. Ok. On se met plus basse. Alors, sur certains boîtiers, on peut descendre à 64. Donc ça permet de limiter le bruit en photo, surtout sur les longues pauses. Donc de jour, donc sans ISO, toujours un trépied, parce on va poser son appareil et utiliser le fameux détecteur. Voilà. On le branche, on se met en mode rafale, rapide, de son Ouais. appareil, pour éviter de perdre des données. C'est-à-dire que si on est, par exemple, sur certains appareils, j'étais à 10 images secondes, ça marche. On arrive à avoir de belles choses quand même déjà. Et comme je disais tout à l'heure, un temps de latence assez rapide. Sinon, souvent, on va avoir des foudres sans les ramifications. C'est-à-dire qu'on va avoir un temps de retard, donc on aura la fin de l'impact. Donc on n'aura pas les ramifications, où on a tout l'historique de l'impact. Et le timelapse, ça a du sens ou pas dans l'application de la photo d'orage? Non, c'est plus pour la vidéo et puis aussi de comprendre ce qu'on avait en face. C'est-à-dire, nous, on est à fond dans les photos, les vidéos, et puis après, en post-traitement, on regarde, en fait, il s'est passé ça, ça s'est formé comme ça. Une sorte Voilà. de making-of. Un peu. Voilà, c'est ça, making of, et puis comprendre pourquoi ça a fait comme ça. Ça permet d'avoir un retour d'expérience, c'est-à-dire, bon, la prochaine fois, je ferai différemment, parce que en fait, j'ai raté pas mal de choses, parce qu'en fait, l'orage se déplaçait de telle façon que j'avais pas vu. L'ouverture, on va changer. On va faire un minimum de F13. On va essayer de fermer le plus possible pour gagner en temps de pause. C'est-à-dire que là, il ne faut pas avoir des longues pauses. Il faut avoir des pauses assez rapides, mais pas trop rapides. Parce que si on dépasse le 1 centième, on va aller plus vite que la foudre. Donc, il faut rester au max. C'est la limite, 1 centième. ça? C'est la limite, ouais. Après, Ok. c'est du hasard. Hein. Ouais. Et j'ai essayé, ça marche, mais c'est miraculeux. Hein. Parce que là, souvent en été, la lumière est dure. C'est entre 14 et 16 heures. Ça vaut pas le coup de faire des photos. Les lumières sont bien blanches. Et on a du mal à prendre les photos avec le détecteur. Et on est obligé de faire des choses à descendre à 50 ISO, fermer à F22. Donc, tu perds de la dynamique. Donc tu perds la dynamique à 22. Alors là, tu commences à aller en post-traitement à enlever tous les points noirs de la poussière. Ah bah oui, les tâches de capteur. Voilà, exactement. Donc, faut être à F13, F16 et jouer sur un dixième, un vingtième à un 60e grand max. La meilleure, c'est un 20e, un 30e. Voilà. Et si on réussissait à sous-exposer de ouf une photo de foudre, est-ce qu'on arriverait à, je sais pas, peut-être améliorer la restitution des détails, des contours, voire même à trouver un peu de matière là-dedans, où finalement de l'électricité, c'est du blanc pur et il n'y a rien à y chercher? Ouais, sous-exposé en post-traitement ou en... Ah bah non, à la prise de vue. À la En prise de vue. post-traitement, c'est foutu, c'est déjà trop tard. C'est comme... Si tu sous-ex, tu vas avoir que le canal principal, c'est-à-dire la foudre. Donc nous, ce que l'on veut, c'est toutes les ramifications. Donc non, l'idée, c'est de garder la lumière. Puis au contraire, on va garder la lumière pour illuminer tout le décor, tout ce qui va avec. C'est-à-dire que c'est m'est arrivé de rater un peu l'exposition et se retrouver, comme tu dis, un peu sous-ex. Essayer de retrouver un peu de dynamique dans le noir, c'est compliqué quand c'est trop sous-exposé. Bon, après, maintenant, avec les capteurs qu'on a, je dis ça il y a 10 ans, pour ressortir les détails, c'était compliqué. Maintenant, bon, c'est assez facile. Alors, pour maximiser encore plus ses chances, on peut aussi tirer parti d'une technologie qui est apparue assez récemment sur les hybrides qu'on appelle
le pré-capture et qui est associé à des vitesses de rafale toujours plus ouf sur les boîtiers modernes. Sony propose le pré-capture sur certains de ses appareils et on écoute Fabrice Abuaf nous en parler. En photographie, la mission du photographe, qu'il soit professionnel, amateur, passionné, c'est effectivement de pouvoir, réaliser une image incroyable. Une image qui va faire vibrer la personne qui l'a prise et la personne qui la regarde. En photographie d'action, sport, animalier, on peut parler aussi de photographie d'orage, ce qu'on recherche beaucoup, c'est justement cette image ultime, qui correspond à un moment, très difficile à voir, très difficile à capturer, où il va se passer quelque chose que même l'œil humain ne voit pas. Et c'est là qu'intervient, la technologie, avec des capteurs de plus en plus rapides. C'est que, jusque-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de la rafale en photo, beaucoup d'images par seconde, pour essayer de maximiser la probabilité de capturer ce moment-là. Et malheureusement, des fois, on déclenche, on fait une grande rafale, et il se passe rien. Et la technologie nous apporte, le pré-capture, donc la capture anticipée, qui permet donc de ne pas gaspiller, des photos à faire une rafale avant, en espérant qu'il se passe quelque chose, mais plutôt à être en vigilance, en train de viser le sujet, en train d'attendre qu'il se passe quelque chose et en fait, on va appuyer et faire la photo au moment où l'action est déjà passée. En fait, on va déclencher en retard et la technologie du pré-capture nous permet justement d'avoir eu jusqu'à 1 seconde en remontant dans le temps de rafale de ce qu'on est en train de cadrer et de viser. Donc ça change complètement la façon de faire. Ça veut dire qu'on gaspille beaucoup moins d'images, qu'on va faire des photos centrées sur le moment exact où il se passe quelque chose, plus notre temps de réaction. Et comme on pourra revenir dans le passé avec notre rafale de 30 images secondes par exemple, on aura quasiment à tous les coups la photo exceptionnelle que l'on a toujours du mal à avoir. Alors la pré-capture, on l'aura aujourd'hui sur 3 boîtiers de la gamme Sony. Bien sûr, l'Alpha 9 III avec le Global Shutter qui lui peut faire, de la pré-capture jusqu'à 120 photos par seconde en RAW plus JPEG avec le suivi autofocus. Sur l'Alpha One 2 à 50 millions de pixels, donc jusqu'à 1 seconde aussi et 30 images par seconde et l'Alpha 7 V, 33 millions de pixels jusqu'à 1 seconde aussi à 30 images par seconde. Bon, techno de ouf, ce pré-capture qu'on retrouve sur les boîtiers Sony et d'autres constructeurs. On peut littéralement un peu jouer à Dieu et remonter le temps. Xavier, qu'est-ce qui vaut mieux au final? Avoir un lighting sensor qui est parfaitement réglé et synchronisé ou la possibilité justement de remonter le temps à 30 ou 60 images par seconde? Alors, pourquoi j'ai pris la pré-capture Sony? Parce que c'était de la pré-capture en RAW. Nous, on ne travaille pas en JPEG sur la photo d'orage, parce qu'on a beaucoup de reprises en post-traitement sur, comme tu disais tout à l'heure, la sous-ex ou la surexposition. Donc, et des fois de superposition aussi. On fait une sorte de stacking. Parce que des fois, on peut faire 10-15 photos du même orage, au même endroit. Donc, c'était un peu retrouver le temps de pause que je faisais en numérique, enfin en argentique. Je faisais des pauses de 5-10 minutes. En fait, je rejoue là-dessus en trichant de plusieurs pauses de 30 secondes. Donc voilà, c'est pour la petite parenthèse, pourquoi j'avais pris la pré-capture. Comme tu dis, tout le monde en fait, mais les concurrents, c'était de la pré-capture JPEG. Bon, les RAW commencent à arriver aussi chez les concurrents. Ça évolue. Voilà. Mais du coup, comment ça tu fais? Ça avance dans le bon sens. Tu privilégies l'un ou Alors, l'autre, ou tu fais les deux? C'est Sony qui est venu vers moi et m'a dit est-ce que ça t'intéresserait la pré-capture? Il m'explique ce que c'est, donc l'histoire de remonter le temps dans 1 seconde. Et là, je lui ai dit bingo. Parce que, comme souvent, que j'expliquais, le temps de latence, on a des fois, le déclenchement se fait trop tard. Donc, je lui ai dit attends, on va tester. Donc, j'ai testé en télécommande. Donc, à la télécommande, je suis parti en Espagne, c'était il y a 2 ans. Et ce qui était pratique à la pré-capture, c'est qu'on pouvait choisir ce qu'on prenait en photo. C'est-à-dire que, comme l'histoire l'activité électrique, c'est 80 à 90% au sein du nuage. Nous, ce que l'on veut, c'est un bel éclair ou une belle foudre. Donc, des fois, on se retrouve avec le problème du détecteur de remplir 2000 photos de rien. Que ça a déclenché que de l'intra-nuage. Donc là, on va discriminer manuellement avec la télécommande. Et une belle foudre, paf, je déclenche. Voilà.
Donc en fait, ça va prendre la séquence de la foudre. Donc ça, c'est pratique. C'est très retour vers le futur encore. Exactement. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai couplé le détecteur avec la pré-capture. Comme ça, je compense le temps de latence de l'appareil de photo et le micro, voilà, vraiment très petit temps de latence aussi du détecteur. Donc je remonte le temps entre 400 millisecondes et 30 millisecondes. Enfin, oui, c'est ça. En tout cas, je pense quand même que l'avenir futur des détecteurs d'orage est compromis parce que je ne vois pas sur le papier qu'est-ce qui pourrait empêcher n'importe quel constructeur de mettre en place un mode foudre boosté à l'IA qui est capable, donc, avec la visée live, de détecter la présence d'un éclair et de s'appuyer sur le pré-capture pour pouvoir, au besoin, remonter un peu le temps. Après, c'est tellement niche que je ne sais pas s'ils iront le... C'est ce qui vous sauve. Sinon, ils pourraient le faire avec la goutte d'eau, le son, enfin, ils pourraient faire plein de trucs. Non, ça va être de l'accessoire. Ça va être de l'accessoire. Donc, le détecteur, voilà, il sera toujours là. Bon. Il sera toujours dans la sacoche du chasseur d'orage. On conclut là-dessus. Merci beaucoup, Xavier. Nous sommes toujours avec le photographe Xavier Delambre pour cette grande masterclass consacrée à la photographie d'orage. Et c'est le moment du débrief. Xavier, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette passionnante discussion. Première question. Pourquoi les orages fascinent tant le public et les photographes? La question qui tue. Non. C'est à la fin quand t'es séché, quand t'as plus rien, quand t'as tout donné, je t'en rajoute, bam, une petite dernière. Quand ton verre d'eau est vide. C'est ça. Quand tu crois que l'orage est fini, et puis il te lâche la dernière foudre alors que t'as tout rangé le matériel. Tu m'as fait la même, Arthur. Non, qu'est-ce qui fascine? C'est le côté spectaculaire. Côté spectaculaire et imprévisible, et puis surtout c'est fascinant voir la foudre qui s'abat. Alors il y en a beaucoup qui ont peur parce que c'est le côté de l'inconnu, c'est-à-dire on ne connaît pas ce phénomène, donc souvent on a peur de ce que l'on ne connaît pas, et donc ce qui fascine, c'est ça, c'est le côté spectaculaire et lumineux, et puis le bruit, enfin le tonnerre, c'est quand même assez violent, hein. Donc c'est le côté spectaculaire, et puis c'est gratuit. On ouvre la fenêtre, voilà, c'est devant nous. C'est vrai, c'est une bonne raison aussi. Alors, on t'a déjà posé la question au cours de notre échange, mais on la repose avec une réponse à la clé plus concise cette fois. Donc la photo d'orage, pour toi, c'est de l'art, de la science, ou les deux en même temps? C'est les deux en même temps. On a besoin de la science pour faire aussi la photo d'orage, c'est-à-dire qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit. Et ça peut être aussi de l'art, c'est-à-dire qu'on peut être opportuniste, c'est-à-dire dire je suis chez moi, tiens, il y a un orage qui arrive. Hop, je pose le trépied à la fenêtre et puis c'est parti, hein. C'est quoi un chasseur d'orage? C'est quoi un chasseur d'orage? Tu vois, il y a le chasseur et le chasseur d'orage. Alors, c'est quoi le bon et le mauvais chasseur d'orage? Alors, le bon chasseur d'orage, le chasseur d'orage, c'est quelqu'un qui va sur la route à l'encontre du phénomène de l'orage. Il va aller se positionner au plus près de l'orage. Sur le volet sécuritaire, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il y a des consignes un petit peu élémentaires à respecter? Des consignes de sécurité, c'est dès que l'orage est proche, c'est à 20 km, donc on va compter, hein, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, dès qu'on voit l'éclair, on entend, on compte l'espace de temps et on divise par 3. Donc là, on a à peu près la distance. Et autour de 20 km, ça commence à être un peu dangereux parce qu'on a, j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a les extra-nuageux, c'est-à-dire des foudres qui partent du sommet du nuage, du cumulonimbus, et qui viennent taper autour de l'orage, donc à 50, 100 km autour, c'est déjà arrivé. Mais en moyenne, c'est entre 20 et 50. Et moi, c'est ce type de foudre qui me fait le plus peur parce qu'en fait, ça nous tombe et on s'y attend pas. Donc, il y a ça. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours près de mon véhicule pour être à l'abri, pour utiliser la cage de Faraday du véhicule, être isolé du sol
Et voilà, ça tout de suite à l'abri. À quoi sert et comment fonctionne un détecteur de foudre? Le détecteur de foudre va fonctionner très simplement. On le pose sur l'appareil photo, on l'allume avec le potentiomètre, et puis on va entendre un bip. Dès que le bip s'arrête, c'est qu'il est réglé. En fait, il y a une cellule photosensible qui va prendre toute la lumière ambiante, et on le règle selon la sensibilité de la lumière autour. Et dès qu'il y a une foudre, en fait, il va déclencher l'appareil, tout simplement. On l'a beaucoup décrit, ce boîtier, et à juste titre, hein, en long, en large. Mais pour l'accompagner, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans la photographie d'orage sans trop investir? Quel va être le matériel de base? Le matériel de base, on peut faire simple, c'est-à-dire la photo de nuit, la photo d'orage de nuit, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc un trépied, un appareil photo numérique, hein, c'est quand même plus On évite facile. le carbone pour le trépied, tu avais l'air de dire. Voilà, Donc, oui, un trépied. En bois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça existe, hein. Bien sûr. Oui, ça peut être joli en plus. Et Ah ouais. non, aluminium, et puis facile à déplier et à replier, parce que des fois, il faut aller vite, on se fait surprendre. Donc, à ranger le matériel. Donc, un boîtier numérique avec un. Faut qu'elle deux fixe de préférence, toi. T'es Faut, plutôt- ouais, faut qu'elle fixe, parce que c'est plus facile à faire la mise au point. Mais sinon, on peut faire un transstandard, comme on voyait tout à l'heure, là, le 2875, ça fait le job. Donc, il y a ça. Et puis, il y a une télécommande. Et mettre son boîtier en mode rafale 30 secondes. Ouverture f6.3, ISO 100. Vous avez déjà bien pour commencer. On l'a pas évoqué pendant la discussion, mais quand tu es au milieu de tes champs, là, que tu as l'orage qui te tombe sur le coin du nez, bon, il y a la foudre, évidemment, mais il y a aussi la pluie, la grêle, le froid, le vent. Est-ce que tu as du matos particulier pour protéger ton matos, justement? C'est mon véhicule. C'est le haillon qui me protège. C'est mon véhicule, je l'ai acheté. J'étais chez le concessionnaire. J'ai ouvert le coffre et j'ai fait bon, c'est bon, j'ai assez de place pour mettre mes 2 appareils photo. Voilà. Diesel essence, on s'en fout. Voilà, c'est ça, exactement. Donc non, c'est pour moi, c'est mon véhicule. Après, pour d'autres chasseurs d'orage, c'est peut-être d'autres. Il y en a qui utilisent des parapluies, alors que c'est totalement proscrit, parce qu'on va faire l'effet de pointe avec un parapluie. Donc la grêle, moi je l'évite, parce que sinon le véhicule, c'est dommage, plus de pare-brise. Donc quand on a la grêle, il faut orienter son véhicule, le coffre, vers l'orage. Parce que si on a le pare-brise devant explosé par la grêle, c'est difficile de conduire après pour poursuivre la chasse ou s'enfuir. Et le vent, il faut éviter les zones de forêt et tout ce qui est poteau électrique. Quelle optique on conseille pour mettre toutes les chances de son côté? Plutôt grand angle, plutôt ultra grand angle, plutôt focale standard, plutôt petit télé? Faut être quand même à grand angle, parce qu'au début, on ne sait pas trop où cadrer. Quand on voit l'orage en face, on dit tiens, où est-ce que la foudre va tomber? Donc on va jouer un peu du grand angle. Et après, avec l'expérience, on va commencer à resserrer un peu le cadrage. Donc j'ai tendance à être au 35-50 maintenant, voire du 85. Mais quand l'orage se rapproche, j'hésite pas à sortir le grand angle, le 15 mm, et puis c'est parti, quoi. On l'a évoqué en fin de discussion. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi l'arrivée du pré-capture change la donne et facilite beaucoup le travail sur le terrain? Ça facilite beaucoup le travail, dans le sens où on va mettre toutes nos chances de notre côté. C'est-à-dire avec le détecteur, il y avait des impacts qui nous passaient à travers. C'est-à-dire que soit tu es mal détecté, soit l'appareil photo est en retard. Donc là, avec la pré-capture, on peut remonter à 1 seconde. Et là, on a tout dans le boîtier. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passe au travers. Donc là, quand on part, on fait 8-9 heures de route. On revient, on est sûr d'avoir quelque chose dans la besace. Voilà. Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Merci Xavier. Et de rien. Allez, pour finir, le traditionnel quiz.
Xavier, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs et auditrices qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Ouh là là. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Oui, je pense. Alors on y va, première question qui nous vient d'un dénommé Multiseb. Multiseb. Ok. Est-ce que tu as déjà eu le coup de foudre pour une photo d'éclair? Pour une photo d'éclair, le coup de foudre. Une des miennes ou de quelqu'un d'autre? Comme tu veux. Si, coup de foudre pour une de mes photos. Bah, vas-y, raconte. C'était laquelle? Pourquoi? Pas celle de la cathédrale de Chartres, hein, t'en as déjà parlé. Non, celle que j'ai faite en 2013, le 25 juillet 2013, un champ éolien du côté de l'Eure-et-Loire, où ça faisait 7 ans que là j'ai tenté une foudre sur une éolienne. Donc là j'ai eu pendant 1 minute 30. Continue. 1 minute 30, c'est-à-dire que donc 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. La première photo, j'ai eu un impact qui est tombé à 300 mètres de moi. La deuxième photo, j'ai eu double impact qui me sont tombés juste devant, dont un qui a touché une ligne de moyenne tension. Donc je vous laisse imaginer les courts-circuits tout le long des isolateurs que j'ai en photo du coup. Et la troisième et dernière pause, donc de 30 secondes, l'impact sur l'éolienne. J'ai superposé les trois, donc ça faisait 1 minute 32 secondes total. Je vous laisse imaginer la photo, elle est spectaculaire. Et tu vois, en audio, ça marche super bien, ça. Deuxième question qui nous vient de Geoffroy Gomez, qui était à ses micros la semaine dernière. Quel détecteur d'éclair est-ce que tu recommandes? Le détecteur d'éclair, la Ting Sensor V6 ou V4, l'ancienne version, elle marche aussi bien. Donc je l'utilise depuis 2010, donc ça va faire 16 ans, ça. Oui, donc 16 ans déjà, oui, voilà, le temps passe vite. Je parle comme un vieux. Et donc ça, c'est le meilleur détecteur d'éclair. T'en as essayé d'autres? Parce qu'il y en a d'autres. Hein, J'en ai essayé un autre, je sais plus, un concurrent français aussi qui marchait, mais le principe c'était que ça se connectait au téléphone. Ah. Donc nous, le téléphone, il sert en temps réel, c'est-à-dire qu'on a les données météo. Comme dans Twister. Voilà. Donc en fait, on a autre chose à faire que de s'amuser à régler l'appareil. Une fois qu'il est réglé, le lighting sensor, on n'y touche plus. On peut aller faire autre chose pendant ce temps-là. So be it. Troisième question qui nous vient de Yvon Chaud. Est-ce qu'être dans une voiture pendant un orage est dangereux? Alors, dangereux, normalement, c'est le seul abri que l'on a le plus sûr. Après, c'est dangereux si on est près de quelque chose qui peut nous tomber dessus, par exemple des tuiles ou des poteaux, des arbres, quand il y a beaucoup de vent. Mais sinon, voilà. Et éviter les cours d'eau, les points bas, quand il y a des risques de creux éclairs. Et qu'est-ce que ça ferait si la foudre tapait la voiture, en fait? Il se passerait quoi? Un gros boom, déjà. Ouais. Tout qui explose dans la voiture ou même pas? Normalement, 99% de chances que ça fasse sa cage de Faraday, donc ça passe autour. Donc après, voilà, les 1% restants, il y a un risque. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc il y avait le musée de la foudre d'Alex Armand dans le Massif Central. Il y avait un véhicule où la foudre était passée par le pare-brise. Ah oui. Et il y avait le véhicule et à l'intérieur avait tout fondu. Oui, ça chauffe donc. Donc c'est voilà. Donc c'est avec Jamy partir précipitamment quand même. Voilà, oui, en 2015, on était parti faire une chasse avec Jamy et en haut du sommet du Grand Colombier, la foudre nous est tombée à moins de 50 mètres. Donc là, c'était ça calme. Ça calme. Moi, j'ai été. Vous avez vu, c'était super. Trop bien, ouais. Encore. Voilà. Et Jamy et Myriam, les deux acolytes qui étaient là, ils avaient changé de couleur. Ils avaient effacé ton numéro et tu Non, ils ont un sacré souvenir de cette chasse-là. Quatrième question qui nous vient de P. Jérôme 67. Quelle config pour débuter? Question de base à laquelle tu as déjà répondu dans l'émission, mais vas-y, on recommence. La config d'appareil photo, donc le matériel, donc un trépied, éviter carbone, une télécommande, un appareil photo numérique et en optique un 28-75 de base, voilà, 25, voilà.
un peu standard, quoi. Un appareil photo numérique débrayable, quand même. Voilà, manuel, Hein. qu'on puisse. Pas un petit compact full auto, là, ça va pas Non, faire le pas- job, quoi. qui a au moins une partie manuelle. On peut pas faire de photos d'éclair avec un smartphone. Si, on veut. Ah. Si, si. Bah, vous avez vu, on peut faire tout en version pro, là. Voilà. Comme les pros. Donc, bon, après, la qualité laisse à désirer. Mais bon, pour l'instant, d'ici 10 ans, ça se trouve, on fera mieux que les appareils. Chut, doucement. Pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Et après, on te laisse tranquille. Pourquoi la foudre? Pourquoi pas la Non, sérieusement. Si tu devais réaliser encore une seule photo d'éclair avec la garantie de la réussir, ce serait laquelle et pourquoi? Oh là là. Moi, j'ai fait la cathédrale de Chartres, l'éolienne. Allez, pour le défi, la centrale nucléaire de Golfech. C'est très précis. Oui, Tu as parce déjà que, pensé à cette idée? Oui, parce que c'est une histoire assez rigolote, cette centrale. C'est vrai que je suis lancé un défi une année. J'ai dit, je vais m'amuser à faire des foudres, enfin des orages avec toutes les centrales de France. Centrale nucléaire de France. Donc, j'ai fait. Chacun ses hobbies. Voilà. Je me suis lancé le défi. Donc, j'ai quasiment toutes les centrales. Et Golfech, j'y suis allé une trentaine de fois. Ah oui. Et je l'ai toujours loupé. C'est-à-dire que l'orage soit passé à côté, soit il pleuvait trop, soit de l'intra-nuage, enfin, il n'y a rien qui allait. Et une fois, l'orage n'a rien donné. C'était 2 jours. Et il y a eu il commençait à pleuvoir, j'en avais marre, je commençais à râler, donc rien n'allait. Je range le matériel. Au moment où je mets le dernier trépied dans le coffre, j'entends mais un impact monstrueux. Et je me suis dit non, c'est une blague. Non. Et au moment où je regarde après sur Internet le réseau Météorage, où je vois l'impact exact où il est situé, donc je l'ai retrouvé et en fait il est tombé entre moi et la centrale de Golfech. J'aurais pu avoir la fameuse photo et c'était la seule fois. Donc, il y a peut-être quelque chose de divin dans tout ça finalement. Ouais, il n'y a pas que moi qui l'attente et tout le monde la loupe. Ouais. C'est marrant. Cette centrale-là, elle est magique. Le Lot-et-Garonne te résiste. Ouais, c'est ça. C'est le fameux village. Ouais, Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Xavier, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et merci d'être à venu vous. à nos micros. Partager tout ça, c'était passionnant. On te retrouve donc à partir de demain à la seconde édition du festival Chasseurs d'Orage à Bron. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu souhaites mentionner à nos auditeurs? Alors oui, je vais faire une exposition. Et auditrices, pardon. Oui. Je vais faire une exposition aussi du côté d'Orléans, du 14 octobre, oui, à partir du 14 jusqu'au 18 octobre. J'en ai une autre, mais elle n'est pas encore officielle, donc je ne peux pas l'annoncer, malheureusement. Donc, vous me verrez peut-être en novembre. Voilà, pour la petite info. Tiens-nous au courant, on relève. Voilà. Oh, en novembre, un festival où on monte de la Non, photo. bah, après, Qu'est-ce que ça pourrait être bien? Après Chamonix, après Montier-en-Der, après le salon de la photo. Voilà. C'est bien, oui. C'est ça. Vive les festivals, très bien. Donc, pour l'instant, j'ai pas autre chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà Sinon, pas j'ai mal. un livre. Voilà. Ah, bah, c'est Voilà. bien, ça aussi. Bah oui. J'ai un petit livre photo encore. Qui s'appelle Temps d'orage. Temps d'orage. Édition. Nouvelle édition que j'avais fait en 2016. Donc là, c'est une nouvelle édition que j'ai faite en 2024. Donc avec les dernières images jusqu'en 2024. Génial. Merci beaucoup en tout cas. La semaine prochaine, on retourne au coin du feu et on accueille le photographe Julien Apruzès. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés, photos et vidéos partout en France. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute.
comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.